Hop, bonsoir à tous. Attends, il faut que je te mette Skiros. Vas-y, dis bonjour. Bonsoir tout le monde. Je vais te mettre un petit peu plus fort. Vas-y, on est tout bon. Parfait. Voilà, j'espère qu'on m'entend bien. Ouais, on t'entend assez bien, y a pas de souci. S'il faut, je te mettrai plus fort. Ça se trouve, on est que tous les deux. C'est un petit duo. Mais il y aura forcément des gens pour nous voir. C'est ça. C'est Donc, l'exercice. c'est ça. Bonsoir Vaito. Je fais mon petit speech introductif. Hein. Je reçois ce soir Skiros qui va nous présenter, j'allais dire ses opinions, non, ses vues quant à certaines idées reçues sur la révolution industrielle, si j'ai bien compris le sujet. C'est ça. Ce processus historique transverse et multimodal, j'aime bien parler comme ça fait sérieux. En tout cas, qui a profondément transformé nos sociétés, ça c'est une certitude. Le sujet avait l'air de te tenir à cœur. Il est très loin de mon domaine de connaissance, donc je vais te laisser abondamment exposer ton propos. D'autant plus, je te le disais, qu'une fois n'est pas coutume, j'ai pas eu le temps de travailler la chose, donc comme je te le disais, je m'en excuse platement. Voilà. Vous êtes excusés. Merci, c'est gentil. Et donc même s'il s'agit d'un vocable usuel qui sous-tend de multiples réalités, et même si l'idée de révolution industrielle est discutée en sciences sociales, je crois, quant à son étendue, sa durée, sa réalité même en tant que révolution, la révolution, ça implique une rupture brutale, et je pense on peut s'accorder quand même sur le fait que le monde a quand même profondément évolué depuis le milieu du 18e. Donc Oui, comment, clairement. depuis quand, dans quelle mesure, et avec quelle légende, si on peut dire, je pense que c'est un peu l'idée de ton propos, que je vais Oui, c'est découvrir complètement d'ailleurs, ça. puisque tu as terminé la rédaction hier soir et que j'ai absolument aucune idée de ce que tu vas dire. Bon, c'est un phénomène qu'on peut difficilement circonscrire, donc la même chose, on en parlait juste avant, il est possible que tu reviennes nous en parler, parce que c'est étendu sur le monde, sur une longue durée, avec des ramifications nombreuses. Il Ah fait oui, oui, partie. oui, c'est colossal. C'est Voilà. colossal. C'est comme la Renaissance, quoi. C'est des choses qui sont difficiles à circonscrire et Ouais, à catégoriser. c'est un peu compliqué. Ça fait partie de effectivement, comme la Renaissance, ces transitions qui accompagnent l'état des sociétés, sans qu'on puisse savoir s'il s'agit vraiment d'une rupture, ou même d'ailleurs d'un fait générateur, ou d'une conséquence qui accompagne un monde occidental en paix pendant un siècle, peu ou prou, hein, où s'installe l'économie de marché et l'idéologie libérale sous tous ses aspects commerciaux, financiers, juridiques. Donc, qui est au service de qui, c'est très délicat à discerner. Exact. Ceci étant dit, c'est évident que c'est une des phases historiques les plus importantes et les plus discutées par tout un tas d'hommes parfaitement érudits. Il reste néanmoins délicat de tout assimiler sur le sujet à mon avis. À titre personnel, mon savoir sur la chose est proche du néant. C'est un processus et une réalité qui se déroule derrière ce que je connais mieux. Voilà, donc je laisse la parole à Skiros. Voilà, moi ça fait partie, tu vois, plus que la Renaissance, j'aurais pensé, alors ça n'a rien à voir, hein, mais je veux dire, à titre personnel, à des phénomènes comme la phénomène, c'est même plus que ça, mais la Seconde Guerre mondiale qui me paraît impossible à décrypter pour un seul homme sous tous ses aspects. Voilà, faut savoir Ah oui. choisir Ah ses oui, non, combats. mais Voilà, on aura. c'est clair. Non, non, mais je pense que tu as très bien décrit ce phénomène qui vont Ah, transformer plus. On c'est clair. m'entend? Allô? Ouais, on t'entend, ouais, tout à Pas fait. toi. Qui vont transformer, bouleverser la société sous tout un tas d'aspects, puisque finalement, c'est la naissance de beaucoup de choses qui, comment dire, caractérisent encore nos conceptions mentales, hein. Comme tu l'as Complètement. très bien dit, l'économie de marché, le libéralisme et ainsi de suite, et qui s'accompagne en fait de tout un comme c'est un sujet très vaste, comme la moi j'aime bien le comparaison à la Renaissance parce que c'est quelque chose qui a des racines profondes, qui prolonge en fait bien loin après ses branches, ses ramifications. Et qui sont en fait des moments, à la fois extrêmement flous, extrêmement longs et pourtant extrêmement fondateurs. C'est-à-dire que, l'Occident sans la Renaissance, ça n'existe pas finalement. Enfin, c'est une idée qui n'existe pas. Ouais, C'est c'est comme le évident, et en même l'Occident sans temps. le christianisme Et- ou des choses comme ça. C'est des grands moments qu'on peine à caractériser en fait et qu'on souvent fait des boîtes un peu faciles pour s'y retrouver. Parce que comme tu l'as dit, c'est des trucs qui sont tellement vastes que c'est impossible de savoir, de faire le tour quoi, c'est dans une ça. seule vie. Il y a tellement d'aspects, que ça soit en philosophie, en économie, en histoire des techniques, en histoire de l'art, en histoire militaire et ainsi de suite. Enfin, il se passe tellement de choses, c'est tellement dense, c'est une vraie accélération du monde en fait. Mais bon, Et là, on le prend dans ses conséquences, mais tu vois, l'idée, c'est aussi, je trouve difficile de savoir, par exemple, par rapport à la Renaissance, effectivement, qui de la Renaissance ou de l'Occident fait l'un et l'autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire, oui, oui, c'est un peu ça l'idée, quoi. c'est indissociable. Ouais, c'est ça qui est difficile. Après, bon, voilà, faut savoir choisir ses combats. Un jour, Pierre viendra Exactement. me parler de tout le Victor Hugo que je n'ai pas lu, et moi, je vous ferai part de tous les livres bulgares et hongrois que je suis sans doute un des seuls à avoir lu dans ce beau pays de France, quoi. Donc, chacun son truc. Avant
avant ça, Exact. j'aimerais poser une question qui va commencer à devenir, j'espère, tradition par la répétition dans le cadre des réceptions. Ça fait beaucoup Oui. de rimes, j'aurais dû être poète. Mais alors pourquoi ce sujet et pourquoi un peu cette appétence un peu pour ça? Alors, pourquoi ce sujet? Parce que c'est sans doute une période où cette grande séquence avec beaucoup de guillemets, sur lequel j'ai le plus travaillé, le plus lu dans mes études. Ça a été un peu par corollaire ma spécialité, bien qu'étant, historien de l'art de formation. Mhm. Beaucoup travaillé sur l'histoire des techniques, l'archéologie des techniques, les musées des sciences et techniques. Mhm. Donc, c'est ce qui se dessine en sous-texte. Parce que une suite de rencontres et d'éducation, j'ai été élevé par des techniciens entre guillemets, de la culture et de l'art et tout ça, mais donc une appétence un peu sur le pourquoi on fait, pourquoi, comment, les structures et tout ça, plus que sur le résultat. Ok, non, Heu, bah, c'est déjà, je voilà, pense, une bonne justification. Je sais pas s'il y en a des bonnes et des mauvaises, mais non, ok, et c'est c'est très intéressant. probablement, en plus, j'ai un peu démonté ça, ce soir, mais le 19e siècle, c'est mon siècle, celui que j'aime bien et le vrai, hein, c'est 1815-1914, hein. Avant, c'est le 18e, après, c'est le 20e. Oui, 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 certes, effectivement, les chronologies après sont discutables, tout est à faire de date. Ok, ok, Voilà, ah, très bien, très et bien. voilà, donc c'est, l'un dans l'autre, c'est un peu la rencontre entre une fascination de pourquoi on fait les choses de telle façon et ainsi de suite et pourquoi et finalement, j'y retrouve toutes les racines de ce qu'on va appeler la modernité et moi, ça me plaît bien. Parce que finalement, voilà, c'est un peu Soit, place aux un artistes. moment de Allez. rupture. Alors, c'est plus que la révolution industrielle, ce soir, je vais vous parler plutôt des prémices et de certaines idées reçues qu'on a sur cette période-là, on va la qualifier pour faire simple de période, et pas d'événements au sein d'autres périodes, parce que c'est à cheval en fait entre ce qu'on appellerait la période contemporaine, hein, si on prend les divisions universitaires, donc le 19e siècle et ultérieur, et la période moderne, donc le 18e siècle. C'est un peu c'est le chic des phases de transition d'être à cheval sur deux disciplines dans notre façon d'enseigner l'histoire en France. Donc, et il y a moi j'ai utilisé le terme un peu désuet d'image d'Épinal. C'est mon côté vieille France. Mais c'est donc, on parle du 19e siècle, on parle de la révolution industrielle, on parle du 19e siècle, et derrière ce siècle, on met tout un tas de grands bouleversements, qu'ils soient scientifiques, sociaux, politiques, économiques. C'est la naissance de ce qu'on va appeler la modernité, avec un grand M. Pour peu qu'on sache le définir, c'est extrêmement compliqué. Chaque discipline, chaque personne a sa petite vision de la chose, un peu comme l'humanisme ou 3 ou 4 siècles plus tôt, au XIVe et le XVe siècle. Et c'est surtout le passage d'un monde ancien à un monde moderne. C'est dans l'imagerie qu'on a, parce que là je parle vraiment d'imagerie et pas de réalité, c'est ça qui va marquer ce siècle. Euh, je pense que c'est un peu lyrique, mais en gros, c'est un monde avec ses représentations populaires, comme chaque période. L'Antiquité ou le Moyen-Âge, enfin le Moyen-Âge, c'est des châteaux forts et des chevaliers, dans la tête de tout le monde. Même si y a un médiéviste barbu qui va nous dire que non, c'est pas vrai, les gens machin Mais et tout bidule. on est Mais il y a façonné, on est façonné par ça, quoi. Mais Et quand tu, l'Antiquité, c'est des colisées, des toges, et le 19e siècle, c'est des mines de charbon, c'est Germinal, c'est une locomotive à vapeur, des mecs en bleu de travail qui travaillent avec des enfants de 7 ans et demi dans des usines, et des villes gigantesques qui puent en fumée, quoi. bien sûr. Mais, donc ça, c'est la représentation qu'on a en fait de ce siècle-là. Et je voulais commencer en fait par ça pour dire que ça n'a jamais existé, que ça n'existe pas et que c'est une construction a posteriori finalement. Donc c'est pour ça que je t'avais mis voilà, les Chaplin des temps modernes et la petite mine de charbon pour l'introduction, le Germinal, le 2 et le 3, qui vont à côté, qui sont vraiment Je tiens à ce qu'il y a signaler avec. cette magnifique image de fond que j'ai pu créer. Ah oui, oui, Toi. sublime. Sublime, sublime avec ça, c'est la cathédrale de Londres derrière. Donc c'est un peu ça qu'on a dans la tête, en fait, quand on pense du XXe siècle. Donc voilà, hein, ces pauvres mineurs, je sais pas d'où ils sont, hein. Germinal, c'est la publication originale, hein, j'ai trouvé le truc. C'est la première couverture de cette série, voilà. Et les mineurs, je sais pas d'où ils viennent, hein, ils sont probablement Sans pas doute 18 ans. d'un endroit détestable, hein, à tous les coups. À tous les coups, comme chaque bassin minier, hein. C'est, et en fait, évidemment, chaque chose a des racines, des prémices, et parfois qui durent qui s'enfoncent très longtemps dans le passé. C'est pas les choses ne sortent pas de nulle part. Je disais avec Pierre la dernière fois, hein, mais tout a
à une base, des fondations. Et en fait, ce que je vais faire ce soir, c'est un peu démonter l'idée de révolution industrielle, parce que moi, c'est dans ma conception et dans mon enseignement, mon éducation, les livres que j'obtiens pour référence, c'est une appellation auquel je tiens à réfuter. Ça n'existe pas pour moi, ce principe de révolution. Alors, j'aurais deux choses à dire là dans cette introduction. Déjà, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que tu vas parler du cas français. Ouais, essentiellement. Ok. Essentiellement. Il me semble de mémoire que le cas français, en tout cas, je crois, présente quelques particularismes qui font qu'il répond pas forcément au modèle communément admis de révolution industrielle. Je crois qu'il y a quelques Ah particularités oui, oui. temporelles et structurelles. Géographique. Ouais, Et, tout à fait. et alors, j'aurais même tendance à dire, parce que ça, c'est une chose dont tu ne parles pas dans l'introduction, comme introduction, je crois que c'est pertinente. Déjà, c'est quoi la révolution industrielle? Qu'est-ce que Oui, c'est c'est? vrai que je Est-ce définis que pas c'est, les termes. bah oui, J'ai pas fait. est-ce que c'est juste le Alors, passage vers 1850 d'une économie agraire à la production industrielle grâce à la maîtrise de certaines alors, énergies, ou est-ce que c'est plus que ça? Est-ce que c'est autre c'est chose? plus que ça. C'est plusieurs choses en fait. C'est une rupture dans les modes de production, dans la structure de l'économie, déjà, tu l'as bien dit, une économie dite agraire, qui en fait ne l'est à grande partie, mais c'est difficile à définir ce que c'est qu'une économie agraire en point de vue structurel, hein. Mais en termes de. Et aussi, il y a une maîtrise des énergies, c'est comme ça qu'on dit, on passe traditionnellement, c'est l'invention des énergies fossiles, et de la fin d'une harmonie énergétique en fait entre le bois, l'eau, le vent et la force animale qui sont et donc avec pour corollaire une augmentation des rendements, une concentration de la force de travail, une concentration des capitaux, parce qu'on va parler de capitaux, de sciences, de gros mots économiques, hein, mais c'est pour décrire des réalités concrètes, hein, c'est pas pour faire la minute économique quelque part. Mais la révolution industrielle, c'est ce changement, comme tu dis, d'où le terme, là c'est la partie révolution, c'est ce changement brutal d'un monde agraire basé sur beaucoup la paysannerie, essentiellement rurale, avec un mode de production éclaté et des villes presque secondaires dans le paysage, on va dire ça comme ça, avec comme corollaire un monde basé sur des énergies hydrauliques, éoliennes et animales, et des modes de transport assez lents, finalement, hein. Mettre 20 jours pour traverser la France, des choses comme ça, enfin des régions entières, c'est Ouais, ouais, avec tout ce que ça implique en termes avec tout ce que ça implique d'information. en termes d'information, de conception du monde, Hmm. même s'il y a l'imprimerie depuis le milieu du XVe siècle et tout ça, il y a ça, ces freins-là, en fait, sont des freins à plein de choses. Ouais, ouais, Nous, sont des freins à l'information, sont des freins à la conception du monde, sont des freins à la connaissance de l'autre, avec un grand A, hein, pour parler en anthropologue. Mais aujourd'hui, on est capable de savoir ce qui se passe au Burundi, alors qu'on ne sait pas où c'est le Burundi, en 45 secondes finalement, ouais, hein, le monde se rétracte, ouais, c'est sûr. le monde est complètement rétracté. Et à côté de ça, il y a aussi, pour parler des productions techniques, entre guillemets, mais on est dans un. C'est ce qui va changer. Et là, c'est le côté, la fossilisation de l'économie, basée sur l'énergie fossile, charbon, Ok. pétrole. Et parce que ça va doper en fait les rendements et induire des corollaires techniques qui vont changer des structures de production qui sont millénaires en fait. Ok. Non, non, mais soit. Je pense que c'était important de. Bon, tout le monde. Oui, oui. Tout le monde le sait, mais c'est bien de resituer ce dont on parle avant d'en Voilà. parler, ouais. Et Ok. donc ça, c'est comme ça qu'on le définit en fait dans le champ universitaire au sens large. J'ai évidemment pas fait la bonne. Chaque historien des techniques, chaque historien du 19e va avoir sa définition précise et va induire quelque chose. Mais en plus, en sous-texte, il y a aussi beaucoup de choses. Il y a le colonialisme, il y a l'impérialisme, il y a des grandes idées, le capitalisme, le communisme, plein de mots en isme qui structurent encore, hein, notre paysage mental et notre monde. C'est évident, ouais. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses que, bon, j'ai quand même fait une petite intro, une conclusion, un minimum de travail, mais ouais, je pense que ça fait partie des choses qui sont intéressantes à dire sur le leg, effectivement, par rapport à Donc, ce que c'est. Bon, vas-y, mais en je te laisse fait, continuer. voilà, pour dérouler, plutôt, pour continuer, c'est qu'en fait, tout ça, pour un grande partie d'historiens, particulièrement français, parce que le cas français est particulier, comme tu l'as dit, et en fait, chaque pays est un cas particulier. Évidemment, les généralités n'existent pas. C'est très compliqué de faire généralisation en histoire, c'est très difficile, parce qu'il y a toujours un exemple, un contre-exemple à la con, qui détruit la grande théorie. C'est très facile de créer un modèle économique, mais le réel le démonte de jour en jour, finalement. Et c'est un peu le cas avec la révolution industrielle, qui est au fait une création qui est tout autant
celle d'un monde économique, de pensée économique, et d'un monde d'historiens et d'historiens de matériel, d'archéologues, même après, qui ont forcément pas du tout la même vision des choses. Donc moi j'ai vraiment un peu démonté cette idée parce que c'est ma chapelle. Je conçois tout à fait que des gens très bien, très intelligents, extrêmement érudits peuvent me contredire, mais faut choisir un camp, c'est la vie. Et pour continuer sur ces images d'Épinal et c'est un peu ces lieux communs, finalement, sur le 19e siècle, c'est celui de la technologie. C'est ça qui est, je voulais commencer par ça. Temporellement, dans ces lieux communs, c'est la première moitié du 19e siècle, dans lequel on cale tout ça. 1800, 1850, l'apogée du Second Empire avec les images, hein, pour déjà des gens un peu érudits, parce que le Second Empire, pas grand monde connaît finalement. Mais c'est le train avec toutes les images des westerns qui possèdent en fait, même les gens qui n'aiment pas les westerns, et donc le train qui rétracte l'espace, le télégraphe qui va avec, qui rétracte le temps de l'information, les grandes usines, le travail à la chaîne, les paquebots à vapeur. Typiquement, c'est le canal de Suez, c'est Jules Verne, tout bêtement. Dans la tête de la plupart des gens, tu penses à Jules Verne, tu penses à ce progrès technologique, donc cette science-fiction pour l'époque, hein, mais qui finalement va changer un flux les représentations de l'époque, hein, les sous-marins, des choses comme ça, quoi. Et ce qui est central dans cette représentation-là, c'est l'énergie et la vapeur. Le moteur à vapeur, le charbon. C'est l'usine, elle tourne, il y a une grosse cheminée d'usine qui crache de la fumée noire. Le chemin de fer, c'est une machine à vapeur, la locomotive. Le paquebot, vous avez mis un Titanic, c'est c'est encore de la vapeur. C'est le train, donc c'est les images 4, 5, 6, 7, là tu peux bombarder. Ouais, bien sûr. Pas de souci. Mais c'est assez rigolo parce que effectivement tu parlais dans tes premières présentations, enfin dans la première version que tu m'avais envoyée de l'exposition universelle. C'est d'ailleurs assez étrange parce que autant ça a profondément marqué les gens et autant quand j'essaie de réfléchir, parce que j'ai essayé de rapprocher ça rapidement en lisant de la littérature, mis à part dans une littérature vraiment dédiée à ça, t'as parlé de Jules Verne effectivement, ça transparaît assez peu dans le sens où on a l'impression que tous ces progrès sont très acquis, le quotidien est pas celui d'un merveilleux, les gens vivent avec ce progrès et le ressentent. On voit rarement des gens s'émerveiller, tu vois, du fait que quand tu appuies sur un commutateur, ça s'allume, tu vois, la lampe. Ouais. Quelque chose mais en fait, c'est quelque chose qui a existé, ça c'est évident. On a plein de témoignages qui parlent de la machine à vapeur, des premiers trains, de l'électricité. Le témoignage le plus célèbre, c'est celui du cinéma avec le train où les spectateurs du oui, film. c'est vrai, tout à fait. Il y a celui-là, mais qui est un peu. On a beaucoup de choses sur l'ascenseur, par exemple. On a des témoignages du premier ascenseur, des gens qui voient un ascenseur. Et ils se disent, mais comment ça fonctionne en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est juste que tout ça, depuis cette période jusqu'à maintenant, on va dire, il y a eu une telle intrication du technologique et de cette. Voilà. Ouais, non, mais le progrès technique, non, mais le progrès technique, j'ai l'impression qu'on s'y fait. Mais ça se rapproche, ça me faisait penser à ça se rapproche beaucoup de nous d'ailleurs. Personne ne reste quoi devant la magie qui est Internet, hein, qui nous permet de faire ce qu'on fait là tout de suite. Qui est un vécu qui n'émerveille plus personne, quoi. J'imagine que sur France 2 en 94, vous pourriez voir un journal télévisé qui trouvait ça formidable, mais c'est vrai qu'on vit parmi le progrès et avec le progrès, et c'est vrai que c'est devenu quelque chose de très naturel, quoi. C'est très naturel. C'est le désenchantement du monde. Un petit peu, ouais. Pour citer le barbu. Mais évidemment, tout ça, ça a des racines. Là, c'est l'exposition universelle de 1900, le Titanic, c'est 1912. On est sur ce grand 19e siècle, hein, sur les premières décennies du 20e siècle, finalement. Et tout ça, en fait, vient évidemment d'avant. Et en fait, ce qui est important, c'est le 18e siècle pour comprendre tout ça. Rationnellement, conceptuellement, tout ce qui va se passer, de ce que je vous ai dit, l'électricité, l'exposition universelle de 1900, la production en masse d'acier pour fabriquer la tour Eiffel, le chemin de fer, et tout ça, le grand bateau, ce grand bateau de métal et de vapeur qu'est le Titanic, tout ça existe conceptuellement dans la tête des gens 1 siècle, voire 2 siècles auparavant. C'est ça qu'il faut se dire. Au XVIIe siècle, on va faire un grand bond dans le temps. C'est ce qu'on va appeler le siècle de la naissance du rationalisme en Occident, avec on a Descartes, on a tout un tas de grands noms qui vont un peu faire un point de non-retour en termes scientifiques, finalement. Il y a cette fondation en France de toutes les académies, l'Académie des sciences, mais il y en a partout en Europe, il y en a en Angleterre, il y en a en Espagne, en Italie, il y en a en Allemagne, enfin dans les États allemands et dans les États italiens, il y en a un peu partout.
où il y a déjà des lieux dédiés à la pratique scientifique qui se créent et vont s'effectuer plein de mesures. C'est Newton, c'est quelque chose. Faut se dire, hein, Newton, c'est encore maintenant, on parle de mécanique newtonienne en physique. Hein, c'est quelque chose qui socle encore notre cadre de pensée. Oh, même dans la lumière et la couleur, hein, ça a eu un La rôle lumière et la couleur, énorme. enfin voilà, ce sont des choses extrêmement importantes. Moi, j'ai choisi de revenir qu'au XVIIIe siècle, puisque finalement, c'est là où les choses se cristallisent. Et tu peux passer du coup à l'image suivante, qui est celle de Lavoisier. Je pense que c'est lui. Je peux me tromper, mais C'est lui, ouais, c'est ouais, lui, c'est bien c'est ce qui me lui, c'est semblait. lui, Ouais. c'est la 8, c'est Lavoisier et sa femme, portrait de Jacques-Louis David en 1788. Je le cite parce que c'est quand même un très grand peintre français de la période, et c'est une de ses premières œuvres. Hein. Il sera extrêmement célèbre pour la période napoléonienne. Mais Lavoisier, pour faire simple, c'est l'inventeur de la chimie moderne. Il est guillotiné, Lavoisier, c'est ça, hein? Oui, il meurt guillotiné, Ouais. tristement, sous la terreur. Hein. C'est partie des nombreuses victimes de la terreur, parce que extrêmement lié à l'ancien régime. Hein. Ouais, ok. Non, il me semblait, il me semblait. Il était, pour la petite histoire, hein, il était à la ferme générale. Il est régisseur des poudres, percepteur des impôts, réformateur des manufactures de France. Il était trop proche de l'ancien monde. Ah ouais, moi, ma culture s'est arrêtée à rien de se crée, rien de se perd, tout se transforme, des cours de chimie Bah, de première S. Hein, c'est ça, mais pour simplifier. Enfin, Lavoisier, il découvre et nomme l'oxygène, l'azote et l'hydrogène. Les trois gaz sur ses travaux sur l'air. Il travaille sur la combustion, il travaille sur la combustion des métaux. Et c'est pas forcément le premier, puisqu'il y en a d'autres avant, mais c'est lui qui va l'ancrer en 1778. Il faut se dire que c'est l'année où les États-Unis naissent. C'est là où il démontre ce que c'est que l'oxydation, ce que c'est qu'une combustion. Donc, en termes de représentation mentale et scientifique, c'est gigantesque en fait. Et c'est la réouverture de l'atome, de l'atomisme, dans la vision de la matière. Il démontre ce que c'est que l'éther. Donc en fait, c'est une rupture avec 2 millénaires et demi de tradition scientifique aristotélicienne. Donc c'est un peu important. C'est le père de la chimie, c'est le début de classification des éléments, c'est quelqu'un d'extrêmement, essentiellement, à part cette maxime, en fait, un peu oublié, alors que c'est, scientifiquement parlant, c'est une borne extrêmement importante finalement. Ah oui, 76 les États-Unis. Je ne voulais pas t'interrompre pour ça. C'est la fin de la guerre 78, c'est ça, c'est le traité de Paris, je crois. Peut-être. C'est possible, en tout cas, la création des États-Unis, je crois que c'est leur fête nationale, c'est le 4 juillet 1776, leur proclamation d'indépendance. Non, non, mais je ne voulais pas t'interrompre pour ça, vas-y, vas-y, vas-y. Non, c'est pas grave. La suite, pour en deuxième chose, parce que là c'était la chimie, la combustion, mais neuf, très peu de portraits de cet individu, assez étrangement, mais qui est Alessandro Volta, donc Tout à fait. italien du Nord, lac de Côme, qui est aussi un homme du XVIIIe siècle, hein, très clairement, qui invente la pile. Voilà, il invente la pile, il travaille, sur l'électricité comme une curiosité scientifique. Hein. C'est vraiment juste, on se rend compte qu'il se passe l'électricité et la maîtrise de l'électricité viendra après, mais on sait en générer avant avec des machines à électricité statique. Ça dès le règne de Louis XIV. Il faut se dire que Louis XIV a eu la même expérience que quand on se frotte un bâton de baudruche sur son pull avec les cheveux qu'on fait quand on est gamin. Il a fait la même chose. C'est quelque chose qui est une curiosité qui date de bien avant le 19e. Donc là, une pile qui est plurimétallique, hein, qui est l'ancêtre de nos batteries qui sont dans nos téléphones, dans nos transformateurs à la maison et tout ça. C'est lui qui invente cette première pile qui va servir de base en fait à toutes les expérimentations électriques du siècle jusqu'à l'invention de l'ampoule, du moteur électrique et tout ça. C'est quelque chose de fondateur. Et la première pile, elle date de 1800. C'est-à-dire qu'elle a été présentée à Napoléon Ier, qui l'a vue, qui a trouvé ça incroyable. Et ça reste une curiosité, hein. Contrairement à Lavoisier, on sent qu'il y a une vraie rupture. Là, on sait pas trop où ça va. Tu peux mettre la pile. Hein. Oui. Mais là où ça va être très important, finalement, le XVIIIe siècle, c'est plutôt c'est aussi en sciences humaines. Parce qu'il y a énormément de scientifiques au XVIIIe siècle en mathématiques, en chimie, en optique, en naturalisme. Bref, c'est gigantesque ce siècle en termes d'apport scientifique. Et ce qui va être important, ça va être typiquement le siècle d'Adam Quel est Smith. ce rire un peu niais, ça, Extrêmement cité, très peu lu, très peu connu finalement, très peu comprise. Parce que jamais remise dans son contexte et dans son siècle. Donc un des pères des sciences économiques, on l'a souvent considéré comme l'inventeur de l'économie.
donc théorie des sentiments moraux en 1759 et surtout la richesse des nations, donc en entier recherche sur la nature et la cause de la richesse des nations, 1776. Donc Adam Smith est anglo-écossais. Et c'est là où il va c'est le père du libéralisme dans le sens où c'est celui qui synthétise la doctrine, qu'il soit politique ou économique. Donc c'est ce qu'on va appeler le capitalisme par Marx. Adam Smith, pour Marx, c'est le père des classiques en économie. Et donc c'est la vision basée sur l'individu et son libre arbitre, la propriété privée des moyens de production, et son corollaire, le libre-échange. Et pour un peu rentrer dans le petit truc, Adam Smith n'est pas forcément un inventeur plutôt qu'un compileur. C'est quelqu'un qui va synthétiser l'esprit de son temps et de son époque en Angleterre et en Écosse, parce que il y a des racines jusqu'à John Locke en fait dedans, et c'est plutôt l'aboutissement en fait d'un siècle de recherche en sciences humaines. En France, c'est là où je me suis éclaté sur les images parce que tant qu'à faire, on a des jolis portraits. Ça va être Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot, d'Alembert, les encyclopédistes, tout ce qu'on a vu en cours de français et d'histoire normalement. Si on a fait tout le monde le voit, c'est un peu le socle commun de ce qui va être la Révolution française. N'hésite pas à me dire pour les images, parce que là je me rends compte je t'ai mis Voltaire et Montesquieu juste après Adam Smith en 12 et en 13. Ouais, du coup j'ai zappé Adam Smith, je suis désolé. Mais dis-moi, parce que pas grave, il y en a beaucoup. Ouais, excuse-moi. Non, je t'en prie. Excuse-moi. Donc, c'est là où tu as peut-être un peu plus de choses à dire, mais entre les pics de Voltaire et son ironie et Montesquieu et son esprit des lois, c'est la même façon qu'Adam Smith, quelque chose qui se dessine d'une nouvelle conception de l'individu et de la société par rapport à l'ancien régime. Et aussi de ce qui en découle de la loi, du rapport de l'individu à l'État, du rapport à l'individu à la collectivité, à la religion, aux institutions et toutes les multiplicités de corps intermédiaires qui existaient. C'est, pour schématiser, le libéralisme, encore une fois, très influencé. Tous ces gens-là sont très anglophiles et anglomanes, donc évidemment, ils lisent ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, et ils vont être inspirés de tout ça. Tu en avais très bien parlé, finalement, sur les élites françaises dans ta foire au livre. Ah oui, bah, qui est une foire au livre que je ne regrette pas du tout. Mais c'est une des seules que je voudrais peut-être refaire en mieux, parce que je trouve qu'il y avait des choses qui étaient nécessaires à dire sur notamment par exemple l'engagement des élites dans la Première Guerre mondiale, qui est assez sous-estimé. Oui. Mais j'aurais pu découper ça autrement et omettre le poste 45. L'engagement des élites tout court jusqu'à la Première Guerre mondiale. Non, mais qui était devenu après une espèce de foire à la rigolade, qui n'était pas forcément meilleur moyen de transmettre ce que j'aurais voulu transmettre. Mais le post 45 était sans doute trop récent. Mais j'en profite pour mettre ça là, mais qu'est-ce qu'on doit penser du coup de ceux qui font remonter la révolution industrielle à encore avant cette période-là du 18e? C'est-à-dire que est-ce que faut peut-être pas confondre le processus comme l'émergence d'un capitalisme financier, de l'économie de marché, d'une bourgeoisie, de l'industrialisation. Est-ce qu'on est dans une proto-industrialisation avant? Qu'est-ce qu'on peut penser du protestantisme dans son développement? Ouais, voilà. Alors oui, il y a des choses. On peut faire monter jusque-là. Je pense que ça se discute. Je parle après d'une proto-industrialisation et d'un cadre qui existe, qui va coexister jusqu'à extrêmement tard, particulièrement en France. Mais c'est assez compliqué. Ça va vraiment dépendre des pays et des périodes, puisque c'est ce que je voulais en venir. Ça va être la vraie rupture, en fait. Ce qui a eu lieu en Angleterre un siècle avant en France, c'est la Révolution française. Non pas pour le fait que ce soit un régime républicain et ou assimilé jusqu'à l'Empire, mais plutôt pour la refondation totale d'un État, juridiquement, administrativement, géographiquement, en fait, finalement. Et géographiquement, pas dans le sens où on change les frontières, mais on change la conception du territoire interne. Et je pense, moi, j'insiste ce soir sur l'importance de la Révolution française, non pas pour le changement politique, parce que ça, chacun pense qu'il en veut, mais plutôt pour ce que ça va donner en termes de cadre à la suite. Tout ce qui est post-1789 est conditionné par 1789, d'une façon ou d'une autre. En plus ou en moins, en positif ou en négatif, mais rien ne sera plus jamais comme avant. Et pour le coup, rien ne sera plus jamais comme avant dans le monde entier. C'est un peu triste, c'est le legs de la Révolution française, de la révolution que fait la France au monde, on va dire ça pour parler en bon républicain du 19e, mais
Ce qui se passe entre 1789 et 1815, donc j'inclus le moment napoléonien dedans, et tu en as aussi parlé, donc Code civil 1804, Code pénal 1810, Code du commerce 1807, C'est 1807, ouais, euh, tout à fait. naissance de la société par action moderne en France, dans un cadre administratif, euh, ce qui est quand même pas rien, finalement. Avant, ça existait, mais pas sous une forme extrêmement complexe, extrêmement différente. Ce qui va avec la naissance des tribunaux de commerce et tout ça, hein, tout ce Ouais, qu'on connaît la encore. fin, la fin des corporations, enfin, t'as mis le Chapelier J'en viens. et Dallard, mais vas-y, J'ai vas-y. voilà, donc je viens après, mais donc unification administrative et économique, c'est la départementalisation 1790. C'est fondamental parce que les provinces, c'est la fin des provinces traditionnelles et des régimes des coutumes d'un point de vue juridique avec le code civil, mais ça commence dès 1790 en fait dans le changement de découpage du territoire. Il y a l'unification des poids et des mesures en 1795, le mètre, le kilo, le gramme, le vin, le litre, qui sont fondamentales. On n'a plus 46 mesures du vin, c'est-à-dire, comme avant, pour la simplification des mentales. Ça va Mhm. prendre un certain temps, hein, ça ne vient pas en 2 ans, mais ça vient assez vite finalement. C'est-à-dire que rapidement sous Napoléon, le système métrique en fait est assimilé par les gens. Parce qu'en fait, il a des avantages extrêmes. Et quand on voit ce que font les Américains avec leur système pas métrique, nous, ça nous fait péter un boulon, hein, on comprend pas ce qui se passe. Hein. Mais donc, Dallard en 1791, donc j'ai mis sa tête, je l'ai trouvé. J'ai trouvé Dallard. Ah non, je Ah l'ai pas non, mis. non, t'as mis le Non, Chapelier. j'ai mis le Chapelier, 14, le Chapelier. Donc, le décret Dallard, c'est la fin des corporations en 1791, qui, les corporations qui réglementaient le cadre qui réglementaient en fait tout le droit du travail. Mais sous tous les aspects en fait. Chaque corporation avait son règlement, Ah oui, c'est même plus combien de que ça. salariés, Ah oui, 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 c'est oui. combien de salariés, la façon dont on fabrique une chaise, la façon dont enfin, mais la moindre opération technique était décrite en fait dans ce truc-là. Comme ainsi que les horaires, le droit de grève ou pas, enfin tout était écrit. C'était colossal, un, un monstre juridique en fait, les corporations, qui pourtant avaient déjà été simplifiées par Colbert, puis resimplifiées au XVIIIe siècle, mais ça restait quelque chose qui, à nos yeux, est une création mutante. Enfin, le droit d'Ancien Régime, c'est comme le droit européen actuellement. Hein. C'est quelque chose d'incompréhensible et d'inconcevable pour un esprit sain. Et surtout, la loi Le Chapelier. Pour l'esprit qu'on est devenu post-révolution Voilà. et Napoléon. Hein, Hein, c'est ça, c'est qu'il y a des choses qui nous semblent, la multiplicité des régimes juridiques au sein d'un même lieu et d'une même individualité, c'est quelque chose qui nous semble très étrange, mais qui était pourtant la norme. Et c'est ce qui, le 1789 va changer ça. Et la loi Le Chapelier, aussi en 91, qui est en fait le corollaire du décret d'Allard, c'est voté en même temps. Enfin, le décret est décrété, mais la loi Le Chapelier, c'est un corollaire, ça va ensemble. La loi Chapelier qui libéralise le travail et qui, bon, la liberté d'association évidemment va avec. C'est pour ça qu'on a retenu la loi Le Chapelier comme loi scélérate, mais finalement c'est quelque chose qui va libérer le rapport au travail. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'acheter une charge et de l'autorisation d'un tribunal pour entrer, pour faire un travail. On a juste passé à En fait, un entretien d'embauche. j'ai envie de résumer ça en une phrase, mais la révolution et tout ce qui implique derrière Napoléon est bien entendu l'enfant de la révolution, mais tout le droit qui va avec sanctifie cette espèce de, comment dirais-je, d'homo novus de la révolution, donc l'état de droit codifié. C'est un mouvement qui accompagne, qui impulse, ou est en conséquence d'ailleurs, je suis pas assez savant pour le dire, mais la fin de la société traditionnelle qui opposait d'énormes obstacles socio-économiques à l'industrialisation et à son corollaire libéral et financier. C'est mettre fin à tout un régime social qui effectivement entravait le progrès, si l'on peut dire, tel que le voyaient ces gens-là. Voilà, Quoi. tel que vous voyez ces gens-là. Ouais, la liberté d'entreprendre, je veux dire, tout ça, ce sont des principes constitutionnels et même des droits de l'homme. C'est vraiment quelque chose de... Et c'est d'ailleurs un particularisme, je pense, et c'est ce que je disais en intro, c'est pour ça que j'ai quelques souvenirs de ce côté très, très particulier. C'est un particularisme très français que le rôle de l'État dans le phénomène. C'est l'État qui impulse cette modification-là. Là où dans d'autres endroits, ce sera plutôt la société civile et le monde privé qui s'imposeront à l'État. Exactement. Mais en Angleterre, par exemple, ces ruptures-là ont lieu un siècle avant, à la fin du XVIIe siècle, avec la Glorieuse Révolution, l'arrivée de ce qui va devenir la dynastie Windsor au pouvoir. Et sauf que vu que le régime politique n'était pas du tout le même, la société ayant une plus grande place, elle a pu impulser ces choses-là. La société française de l'absolutisme avait peut-être, entre guillemets, c'est ce que vont faire
les penseurs libéraux, hein, jusque les historiens et tout ça, vont se dire que la société française avait besoin de ce rôle de ce rôle impulseur de l'État pour lancer la machine. Et d'ailleurs, c'est fondateur parce que encore même maintenant en France, dans les conceptions, ça reste l'État a un rôle extrêmement important. Le commissariat au plan, on pourrait faire les racines de ça, tu vois. Ouais, bien Typiquement. sûr, non, mais l'État joue un rôle peut-être qu'il ne joue plus aujourd'hui, mais ou pas d'ailleurs, j'en sais rien, c'est même pas un sujet auquel j'ai tellement réfléchi, mais oui, c'est clairement un rôle premier de l'État à partir de la Révolution dans ce phénomène-là, en France en Voilà, tout cas. en tout cas en France. Mais tu l'as très bien dit, c'est le mot novus, c'est l'ancien régime qui devient ancien régime. La société traditionnelle disparaît et le retour en arrière est devenu impossible. C'est plus possible. Il s'est passé trop de choses. Trop mais de chamboulements de la société. C'est pas juste une histoire de qui dirige et de la forme du régime. Est-ce qu'on vote, est-ce qu'on vote pas, qui Bah, vote. quelque part, si, un peu, mais oui, Ah, c'est aussi ça, ouais, c'est ouais. aussi ça, mais ce n'est pas que ça. C'est ça que je voulais dire. C'est aussi la forme du régime politique, mais c'est aussi dans le quotidien des gens, il s'est passé des choses autres que une invasion prussienne et Ouais, le bien service sûr, militaire, quoi. bien sûr. Il s'est passé des chamboulements énormes, dont la vente des biens du clergé qui vont servir à. Enfin, c'est la vision marxiste, hein, c'est l'émergence de la bourgeoisie contre la noblesse. Hein. Une classe dominante en remplace une autre. Mais c'est plus compliqué que ça, je pense. C'est vraiment beaucoup plus difficile et c'est une historiographie sans fin, hein. D'ailleurs, la Révolution française, personne n'aura le dernier mot de l'histoire. Pour terminer, la Banque de France en 1800, privée jusqu'en 49, hein, pour ceux qui ne savent pas. Oui, d'ailleurs, il me semble que c'est toujours une société privée dont le capital appartient à l'État, hein, si je dis pas de bêtises, même Oui, encore oui, aujourd'hui. Mais... j'ai vérifié, Ah oui, et c'est le cas. ouais, bon. C'est le cas, et elle a été, le capital appartient à l'État que de 49, avec les réformes du Conseil national de la résistance. Typiquement, hein, voilà, c'est un legs aussi de la Seconde Guerre mondiale, la Banque de France publique. En France, c'est aussi une période d'innovation finalement, malgré le bazar, et du rôle de l'État, parce que l'État va créer ce va appeler la Société d'encouragement à l'industrie nationale. Bon, c'est une petite anecdote, ça mériterait d'être développé ultérieurement. Mais donc, c'est fondé en 1801, le consulat. Et c'est l'équivalent d'un incubateur à start-up, on va dire, en vocabulaire macronien moderne. Mais c'est l'État lance des concours pour répondre à des problèmes. Dedans, on va y avoir typiquement, avec le blocus continental en 1811, l'invention du sucre de betterave. Il va y avoir la boîte de conserve, la pertisation. Ça va lancer une carrière industrielle à une marque encore actuelle de crayons de papier, crayon mine ou crayon de bois, appelez ça comme vous voulez. Donc le crayon Comté, qui date un peu d'avant, mais qui a été satellisé entre guillemets à l'échelle internationale, parce qu'encore une marque connue à l'international, pendant le Premier Empire. Donc c'est déjà encore une fois, on voit ce rôle de l'État qui impulse dans des choses, et ça marche avec un système de brevets et de pensions de l'État pour subventionner des industriels. Donc voilà, c'est ce passage d'un monde ancien à un monde moderne, duquel l'Europe ne se relèvera pas. La lointaine Europe va abolir le servage dans les années 1870, mais l'Europe occidentale va être marquée au fer rouge par la période révolutionnaire. La Russie, tu parles? Ouais, Il me semble que c'est 1863, si je dis pas de bêtises. oui, c'est Ou c'est ça. peut-être 1861, mais C'est sous le Second Empire. Je suis méchant avec eux, mais ouais. ça va être un territoire qui va changer le plus tardivement, puisque ça sera en 1917. Et pourtant. Et pourtant. Mais là, tu vas pouvoir passer à à l'image numéro 16. Hop. Le portrait de ce bonhomme qui s'appelle Thomas Newcomen. Parce qu'en fait, là on a parlé d'institutions, de grandes idées, de lois qui changent la société, mais c'est le siècle de nouvelles technologies et de nouvelles machines. La révolution industrielle, c'est ça. C'est ce passage, c'est la fossilisation de l'économie, c'est la machine à vapeur. Or, la machine à vapeur est dans son application concrète. Je ne parle pas des expériences scientifiques qui existent depuis l'Antiquité. La machine à vapeur, l'énergie de la vapeur d'eau est connue depuis, je pense, le premier qui a fait bouillir de l'eau. Et on a le témoignage de Hieron d'Alexandrie et son héliopile sous les Ptolémées. La machine à vapeur, au sens moteur appliqué à une utilité,
un problème, c'est-à-dire un moteur appliqué et applicable dans une situation concrète, ça date en fait du XVIIIe siècle. C'est pas quelque chose qui arrive avec en même temps que c'est ça date d'avant. Il faut se dire, voilà, Thomas Newcomen va être un des inventeurs et plutôt des applicateurs du moteur thermique dans une application concrète. On va transformer quelque chose dont on sait, une réalité physique et chimique, en quelque chose de physique qui fonctionne et qui répond à un problème et à un besoin. Dans le sens, c'est un peu un des premiers ingénieurs modernes, dans le sens. La vapeur, c'est fondateur parce que c'est le premier moteur qui n'est pas dépendant de la nature, qui n'est pas, on l'appelle le premier moteur non asservi. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas d'un cours d'eau, et donc de la sécheresse, des pluies et des marées. Il ne dépend pas de la vitesse du vent, il ne dépend pas de la force d'un cheval ou d'un bœuf. C'est quelque chose qui dépend de sa conception. Et le moteur, il est fait de telle façon et il marche à telle puissance. Newcomen, c'est un homme du XVIIe siècle, puisqu'il est né en 1663, il va mourir en 1729. J'insiste sur les dates pour que vous voyez le cadre dans lequel ces choses-là se créent. Et il est avec un associé, son ami Thomas Savary, c'est deux Thomas, qui lui, 1650-1715. Ces gens-là sont en fait des contemporains de Louis XIV. Et leur premier moteur à vapeur, qui va actionner des pompes, il date de 1712. C'est-à-dire un siècle avant Iéna, quoi. 1712. La guerre de succession d'Espagne n'est pas finie. Donc tu peux mettre l'image. J'ai mis un petit schéma avec des couleurs bleues et roses en 17. Ah oui, tout à fait, ouais. Il explique comment ça se passe. Et voilà, ça chauffe en bas. On voit le petit foyer avec les petites flammes. Il y a de l'eau qui est transformée en vapeur, qui pousse un piston, qui va ensuite actionner une machine de balancier. Ce que je trouve assez drôle dans toutes ces choses-là, c'est une réflexion plus globale, mais qu'on pourrait avoir dans une discussion PMU ou dans une discussion plus érudite sur d'autres sujets, mais c'est que tout ça, c'est très primitif. Et en même temps, si demain, c'est une réflexion que je me fais comme ça, mais en passant, mais si demain on était privé de toutes ces choses-là et si on retournait à l'âge de pierre, il est plus que probable que tout ce qu'on prend pour acquis, on soit incapable nous-mêmes de le reproduire. On est des utilisateurs très souvent. On est de simples utilisateurs de toutes ces techniques. Ça se voit sur plein de trucs. Les gens qui utilisent un ordinateur tous les jours, qui sont capables de savoir comment ça fonctionne. Ouais, mais là on entre dans un cadre moins primitif. Tu vois, moins primitif, mais faire du feu, se déplacer. Je sais pas, faire des trucs qui sont ridicules dans le de production, même des océans d'animal, tu vois. Non, mais c'est pour ça qu'il faut avoir du recul sur toutes ces choses. Ouais. Là, le principe du piston que tu vois au-dessus de ce réservoir d'eau et de cette chaudière, c'est littéralement ce qu'il y a dans ta bagnole. Ouais, bien sûr, mais ça tient beaucoup exactement la même chose. Ça tient beaucoup à la spécialisation des. Il fut un temps, sans remonter, un jour on parlera de Montaillou, parce que j'en ai préparé un truc, mais ces temps où les gens étaient habitués à faire tout un petit peu eux-mêmes, aujourd'hui on est très spécialisé, on travaille dans un bureau et on est des consommateurs de technologie, quoi. Et même quand on a un métier manuel, t'es plombier, t'es pas forcément carreleur, tu vois. Oui, non, mais certes, mais je veux dire, maçon, t'es pas forcément électricien. Mais je vois une formation, tu vois ce que je veux dire. Il y a une perte de savoir-faire à l'échelle globale où il fut un temps, même il y a pas si longtemps, je pense qu'il y a un siècle, la moitié des Français savaient dépecer un lapin, tu vois. Ouais, et construire leur baraque, on va pas exagérer, mais tu vois l'idée, cette espèce de séparation aujourd'hui des corps qui font qu'on est effectivement très consommateur de. Là-dessus, ce petit bonhomme Newcomen est un peu responsable en tant qu'ingénieur. Cette invention, parce que lui il est ingénieur, c'est lui qui va. Et Savary est à la base est créateur d'une pompe et qui l'a perfectionné avec Newcomen. C'est un moteur, et ce principe de ce moteur, ça va actionner des pompes à eau. Donc en fait, c'est l'avantage, c'est que le moteur s'auto-alimente en eau, d'une certaine façon. Le but, c'est de pomper l'eau dans les mines en Angleterre au XVIIIe siècle. Parce que pourquoi c'est le charbon qui est utilisé? Il faut savoir qu'en Angleterre, le charbon est un moyen de chauffage quotidien dans plein d'endroits, notamment en ville, mais dans plein d'endroits dans la campagne, parce que le bois est interdit. On n'a pas le droit de se chauffer au bois de chauffe. C'est interdit parce que l'Angleterre n'est pas un pays extrêmement boisé. Et tout pour la marine. Ouais, bien sûr. Et donc en fait, c'est une contrainte juridique, l'interdiction de se chauffer au bois, qui va faire que le charbon va être utilisé, puisqu'il y en a plein en Angleterre, en plus c'est pratique. Et sauf que les mines, ça s'inonde, et donc on fait des mines de charbon pour le vendre en tant que combustible de chauffage,
et pour certains industriels après, aussi. Mais c'est pour pomper l'eau dans les mines. Et ensuite, la machine de Newcomen, en 29, à la mort de Newcomen, il y en a une centaine dans toute l'Angleterre. C'est quand même un certain succès, hein. C'est pas quelque chose d'anodin, parce que c'est très cher. Et ça va être surtout faire date parce que tout le monde va trouver ça extrêmement intéressant. On va les foutre dans plein de mines, hein, partout en Angleterre. Ça va avoir un succès assez important. Et ça va marquer les esprits au point que tout le monde va s'y intéresser. Enfin, tout le monde. Les gens avec un bagage technique et une utilité vont s'y intéresser. Donc voilà, c'est la vapeur pousse le piston, la pression et un système de balancier au-dessus repoussent le piston vers le bas, et ce qui crée un mouvement de va-et-vient qui se répète. Et ce mouvement de va-et-vient est transformé en mouvement circulaire. Un système de bielle manivelle, ça qui date de l'Antiquité romaine, hein, le moindre moulin à ce système-là. Et en fait, c'est littéralement une nouvelle force, en fait, finalement. Et ça, c'est vraiment une rupture. Et pourtant, c'est vraiment une rupture qui est fondamentale, hein. C'est vraiment, j'insiste dessus, c'est comme le moteur à explosion et son application à l'automobile au début du XXe siècle. Ça va changer complètement, en fait, sur le temps long, les rapports de production et la façon de produire et la façon dont on va investir de l'argent, donc du coup aussi la taille des usines et par corollaire le travail. Il faut se dire que tout ça, ça fonctionne pas tout seul, il faut des gens qui l'entretiennent, donc il faut des gens qui soient formés pour le fabriquer et pour l'entretenir. Ça nécessite une énergie qui avant tout le monde s'en foutait, qui est le charbon. C'est-à-dire que là maintenant il faut actionner ça parce que c'est important. Là où avant on pouvait se préoccuper de la vitesse du vent pour le moulin du coin, là ça va être la quantité de charbon qu'on a et le fait que le moteur soit fonctionnel ou pas. C'est la peur de la panne finalement qui va créer. Avec le moteur on invente la panne d'essence. Enfin c'est avec la voiture on invente la panne d'essence par exemple, mais avec le moteur qui n'est pas explosion encore, mais avec ce moteur là on invente on crée tout un nouveau besoin qui est le charbon. Et sauf ça on le crée début 18e siècle finalement, dans les premières décennies. Il faut se dire que Louis XIV a été contemporain de machines à vapeur. Fonctionnel et utilisé et extrêmement demandé. Et c'est pas Napoléon III en fait, c'est quand même dans le cadre mental, c'est pas du tout le même monde. Faut se dire que quand nous on était à Versailles et on n'avait plus un rond parce que c'était la guerre de sélection d'Espagne, les Anglais inventaient la machine à vapeur. Et pareil, le portrait d'après, donc qui est celui de James Watt, qui est un peu pensif à son bureau, qui lui est écossais, purement écossais. Attends. Je sais pas si tu l'as, ça c'est ta machine. Non, Bon, c'est pas grave si tu l'as pas, c'est tant pis, on s'en fiche. Ouais, certes. Tant pis, c'est pas grave. James Watt, encore une fois, je fais l'emphase sur les dates parce que c'est important, parce que c'est ça dont je veux parler surtout. Mais James Watt, c'est 1735, 1819. C'est quelqu'un qui voit à peine le moment post-napoléonien. Et Watt, c'est celui qui va perfectionner le plus la machine de Newcomen, à quel point que son nom est rentré dans les unités de mesure du système international, en tant qu'unité de mesure de la puissance. Il est sur toutes vos factures d'électricité. Et il va rendre la machine de Newcomen plus sûre et plus puissante. C'est en fait le premier grand pas vers le perfectionnement qui vont continuer après tout au long du 19e siècle. Il va la rendre plus sûre en évitant les surpressions, parce que le problème d'une machine à vapeur, quand on met de l'eau sous pression, c'est que ça explose. Donc il va la rendre plus sûre et il va la rendre plus puissante. En fait, il va inventer ce qu'on va appeler le moteur double action, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir le piston qui est poussé que dans un sens, il va être poussé dans deux sens, alternativement. Bon, du coup, il va aller plus vite. C'est l'équilibre. Il y a ça dans les moteurs à explosion maintenant, dans le principe physique d'action-réaction, mais tous les moteurs à vapeur, après coup, vont l'utiliser parce que ça double la puissance finalement, enfin ça augmente de 50%. Selon les. Alors ça ne la double pas, hein. C'est 100%. Non, Pour doubler une puissance, c'est 100%. C'est 50%. Oui, les lois de la thermodynamique, tout ça, mais ça ne la double pas, ça l'augmente de 50%. Ce qui est quand même une augmentation de rendement extrêmement puissant. Et Watt, ses brevets, il les dépose dans les années 1760-70 en fait. Donc c'est extrêmement récent après la démocratisation de Newcomen finalement. C'est 30 ans après quoi, faut se dire. Regardez les ordinateurs d'il y a 30 ans ou une voiture d'il y a 30 ans par rapport à celle de maintenant, ça n'a plus rien à voir par exemple. Et c'est la même chose. Et Watt, tu as la machine que tu avais montré avec, hein, ça c'est c'est ce qui va être la nature, la machine à vapeur dans leur présentation collective. Ce qu'on voit une machine à vapeur maintenant dans la tête, quand on l'imagine, c'est ça qu'on voit. Il faut se dire que ça peut être gigantesque. Hein. Et il y a j'ai vu, j'ai pas mis parce qu'il y a déjà plein d'images, mais la grande roue qu'on voit derrière, que vous voyez derrière,
Ça peut mesurer quelque chose comme 10 mètres de diamètre, parfois. Et là, on est toujours au XVIIIe siècle, hein. Ce sont déjà des moteurs qui sont énormes dans la place qu'ils prennent. Et il faut se dire qu'avec ça, l'humain, ça servit beaucoup plus à la machine qu'avant. Au sens travail quotidien, je veux dire, hein, pas dans le sens où il est indépendant des énergies fossiles ou quelque chose comme ça, mais c'est la machine qui dicte le rythme. Là où avant, l'être humain, l'individu, ouvrier, agricole ou tisserand ou forgeron, c'est lui qui s'imposait un propre rythme. C'est très différent. Enfin, il y a les rythmes des saisons, vous allez me dire, et tout ça, mais là, le rythme de la machine n'est plus du tout le même. Et il faut se dire, ça se comprend assez bien, oui, effectivement. voilà, en Angleterre en 1800, hein, c'est-à-dire qu'à l'aube du siècle, on est encore en pleine guerre napoléonienne et tout ça, la machine à vapeur ne représente, avec des gros guillemets, que 20% de la production énergétique. C'est-à-dire que déjà, c'est 20%. Enfin, c'est énorme, hein, finalement, pour quelque chose qui va devenir dominant extrêmement rapidement après, mais l'Angleterre a un train d'avance. Ça, c'est petite blague sur le train, tout ça, mais le modèle français est particulier, mais en fait, on a calqué le modèle anglais, la transition anglaise sur le reste du monde, et ça ne fonctionne pas. Parce que l'Angleterre commence, en fait, c'est plus facile d'être en tout vapeur en 1835, quand en fait, on a commencé en 1729 et pas en 1802. Donc il faut ça que c'est plutôt plus que dire que ça n'existe pas, c'est plutôt repenser la temporalité. Parce que ce que nous, Français, on va faire à peu près entre 1789 et 1760-70, eux ont commencé avant. On n'est pas en retard, on est juste en décalé. Oui, la diffusion de la technologie est sans doute pas la même à cette époque-là, oui, ça paraît Non, assez mais logique. ça va. C'est surtout que l'intermède guerre perpétuelle entre 1789 et 1815 vont un peu freiner beaucoup de choses C'est et certain, ouais. drainer beaucoup d'argent et de bons esprits, on va dire. Mais tu avais mis une petite gravure qui était celle de la numéro 19. Et là, c'est un peu pour débunker ce que je viens de dire, mais on est en 1781, on est à Paris. Euh, dans ce qui va être actuellement l'actuel 16e et 15e arrondissement, aux alentours de la Tour Eiffel et de la butte de Chaillot. Pas loin pour ceux qui connaissent du coup de Boulogne-Billancourt, on est dans l'ouest parisien. Et c'est une machine à vapeur qu'on voit derrière. Et là, on est sous Louis XVI, hein, 1781, et c'est une compagnie. Il y avait quand même des entreprises avant, hein, ça existait, mais c'était un cadre juridique extrêmement différent, qui servait à alimenter un système d'eau courante dans les fontaines, pas dans et dans certains hôtels particuliers. Hein, mais faut se dire qu'il y avait aussi des tentatives françaises, mais extrêmement limitées dû au coût gigantesque induit par ce genre de machine en termes de consommation de ce combustible, et possible en fait dans de rares endroits comme Paris, déjà ville extrêmement grande, avec des besoins particuliers, où l'État investit en fait. Et là, l'image d'après, le moulin, c'est pour dire que en fait, malgré la vapeur, qui commence bien plus tôt qu'on ne le pense finalement, parce que c'est début 18e siècle, ça va rester extrêmement minoritaire jusqu'à la deuxième partie du 19e siècle en France. En 1860, sous le Second Empire, il y a 2 fois plus de chevaux vapeur, qui devient l'énergie qui est celle de vos voitures et tout ça, hein, qui est produite par l'énergie hydraulique, par tout un système de moulins et autres barrages, mais surtout, essentiellement des moulins comme ça, hein, tout bêtement. Ça, c'est un moulin qui doit dater du 18e et du 19e, hein. Ça, c'est une roue du 19e siècle. On est en 1860, quand même. Il y a déjà eu 2 expositions universelles en France, par exemple. Donc c'est 300 000 pour 150 000, hein, pour ceux qui veulent les chiffres. Et il faudra attendre en fait 20 ans, parce qu'en 1899 c'est l'inverse, c'est 1 million de chevaux qui sont produits par la vapeur et 500 000 pour l'hydraulique. Donc il y a quand même une augmentation de l'hydraulique, mais donc la transition en fait en France se fait très tardivement, mais elle se fait comme ça à ces moments-là dans tous les autres pays d'Europe. Il n'y a que 2 pays qui échappent à cette transition-là, enfin 3 si on compte les États-Unis qui sont un cas à part, mais en Europe il n'y a que 2 pays, c'est l'Angleterre et la Belgique, pour des raisons propres qui mériteraient d'être développées ultérieurement en fait. Donc en fait c'est l'énergie, il faut se dire que depuis l'invention du moulin à eau, dans un temps à peu près immémorial dans l'Antiquité, qui va être l'énergie dominante jusqu'en 1870. C'est-à-dire le bouleversement qu'est la vapeur, parce que c'est quand même 2000 ans, enfin des milliers d'années de suprématie, de conception de l'espace et de l'usine.
parce que du coup, en France et dans toute l'Europe, l'énergie, c'est l'eau. Ouais, mais l'eau, Donc les usines, il y en a partout, c'est ça ben, l'avantage. l'eau, il y en a partout, et d'où tous ces bleds construits sur les cours d'eau pour le moulin du coin, mais après, ça va être la tannerie, la fonderie, la manufacture de tissus. Même en Angleterre, hein, ça commence comme ça, hein, malgré les machines à vapeur, qui commencent à se développer essentiellement dans les mines. Ça va arriver doucement aux filatures, mais l'eau, c'est partout. Et en fait, toute l'industrialisation se fait sur les cours d'eau. Mais juste que il y a des impacts géographiques qui se font jusqu'actuellement, finalement, là-dedans. C'est colossal, finalement, l'industrie hydraulique et l'énergie hydraulique. Il y en a partout. C'est l'énergie qu'on maîtrise très bien, parce que ça fait des milliers d'années qu'on vit avec, qu'on sait faire des biefs pour dériver l'eau des fleuves, maîtriser les crues, réguler les débits, créer des réservoirs. On sait que l'hiver il y a plus d'eau, l'été il y en a moins, donc on fabrique tout un système autour de ça, qui est fait depuis des centaines d'années finalement. Le savoir-faire technique, il existe. Le travail, les gens le savent le faire. Tu mets même quelqu'un qui est éduqué, forgeron et tout ça, presque ingénieur en 1780 en France, devant une machine à vapeur, il comprend pas forcément ce qui se passe. Devant une roue à aube, il sait comment faire. Donc il y a ce côté-là, c'est pas cher. Parce que la machine à vapeur, c'est extrêmement cher à installer, ça coûte cher, il faut la fabriquer, il faut la faire venir, à entretenir. Il faut des ingénieurs, il faut du personnel qualifié, et à faire fonctionner, parce qu'il faut du carburant. L'eau, c'est gratos, finalement, une fois que tu as le terrain. Ah, mais C'est de la force. c'est sûr, tout est une question de coût, avantage Du coup, et bénéfice. inconvénient. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, bien sûr. Exactement. Et il y a le vent, qui est en fait un corollaire de l'eau, mais le vent, on l'aime beaucoup moins parce que le vent est beaucoup moins régulier et c'est beaucoup plus compliqué à utiliser. Et ça mériterait quelque chose en plus, un approfondissement ultérieur, qui est la force animale. Pour la traction, la charrue, tout bêtement, hein, c'est la base des travaux agricoles depuis, on parlait de Montaillou, mais encore avant, Ouais, oui. le cheval de Ah trait. oui, clairement. Et surtout, c'est le moyen de locomotion. Mm. C'est et qui le restera. Les omnibus quittent Paris avec l'exposition universelle de 1900 à peu près. Je crois que c'est 1902, la fin des omnibus à cheval. Mais faut se dire que c'est les trucs, hein, la guerre de 14, c'est une Ah guerre de cheval aussi. certains ont leur petit centre d'intérêt sur la Seconde Guerre mondiale et Et la force hippomobile. Oui, tout à fait. exact. Mm. Voilà, mais il faut se dire qu'avant, tu peux aussi actionner un moulin avec un cheval. On appelait ça des moulins à sang. Et j'avais mis en termes de moyen de locomotion quelque chose qui me fait hurler de rire, qui est la petite charrette à chien. Ah, la charrette à chien, mais oui, tout à fait. Figure-toi que j'avais un article il y a très peu de temps dans la montagne, je crois que c'était en Creuse, sur les postiers avec leur charrette à chien. Ouais, tout à fait. Voilà, et là exactement, étant le Loiret, hein, donc, mais il faut se dire, là c'est sur un postier. Ah, bah c'est la poste, ouais, c'est la poste. C'est la poste, c'est la... Ouais, mais effectivement. il faut se dire que là c'est la poste, mais il y a plein d'imaginaires d'enfants qui livrent des journaux, qui livrent du lait, dans les charrettes à chiens au 19e, mais qui existent en fait avant. Le chien est un animal de travail. À Thiers, en Auvergne, le chien actionne les pierres pour aiguiser ou maintenir l'aiguiseur sur le. Je pense que c'est toujours sur le le cas, fleuve. hein, Thiers, hein. Putain, vu la gueule de la Ouais, ville. ouais. Mais voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le paysage. Le chien, c'est pas que le chien de chasse ou de berger, le chien de travail. Mais je sais pas si tu vas parler du 19e en général par la Pas suite. forcément. Non. Par la suite, pas ce soir, Ok. l'épisode 2. Ouais, parce que c'est quand même un siècle. Il y a plein de choses qui entrent en compte. Je dirais pas qu'on l'oublie parfois, mais c'est quand même un siècle de paix à l'échelle de l'Europe. Complètement. On a 1848, on a peut-être quoi, le carlisme, 1866, 1870. La guerre de Crimée. Voilà, mais très clairement, C'est des guerres lointaines pour l'Europe de l'Ouest. Hein. C'est ça, et je pense que la paix qui est pas toujours le fruit des volontés, parfois je pense qu'il y a du hasard aussi en histoire entre guillemets, enfin en tout cas des événements sur lesquels on n'a pas la main. Je pense que la paix a pu jouer un rôle dans le triomphe des théories économiques libérales. A joué un rôle fondamental. Ce qui est compliqué au XVIIIe siècle, c'est que c'est un siècle où l'Europe entière est quasiment tout le temps en guerre en fait, donc ou en de grandes tensions. C'est ça, et plus t'as cette paix, plus t'as des pays qui peuvent théoriquement être associés par des accords même de s'il gré y à a gré et des bien hommes sûr, liés, quoi. Exactement, mais il y a tout un travail là-dessus. Hein, Ouais, évidemment, la non, paix mais est je une pense chose que très importante.
Mais tout le Pour, 19e, il y a plein de choses à dire sur la transition démographique. Alors, effectivement, si t'en parles plus tard, on va peut-être pas parler de l'explosion démographique parce que ça stimule effectivement le besoin de production, d'abord agricole, mais ensuite tout cet exil rural, une pression démographique ouais. qui augmente en campagne. Et c'est vrai qu'en. Mais je crois que tu l'avais mis c'est vrai que t'es peut-être revenu dessus, mais c'est vrai que Oui, je suis revenu dessus, le parce que maximum de la population rurale, c'est en France, c'est 1860. j'en Donc, parlerai après. ok, ok. Bon, bah, J'ai même des chiffres plus précis sur le ok, maximum de la population parce que rurale et tout ça. c'est ce phénomène d'individualisation agricole qui conduit à une Voilà. agriculture de profit, donc t'es plus dans l'économie de survie, donc tu dois évacuer le trop-plein d'agriculteurs qui ne survivent plus, en fait, quoi. Donc c'est vrai que c'est... Exactement. Et on oublie parfois que Mais c'est l'Europe et c'est ultra peuplé, donc en bon réaliste, tu peux lier démographie et puissance aussi, donc il y a tout est... Enfin bon, c'est un peu la foule à tout est poule au lié. bout d'un moment, mais... Ouais, exactement. ouais. Comme on parle de la machine à vapeur, Mais fallait continuer un on y peu sur le reviendra du coup sur le voilà. 19e. Fallait continuer un peu sur le charbon, je vais m'attarder sur le cas français, Ouais, parce qu'après la vas-y. charrette à chien, il y a une photo qui n'est pas du tout du XVIIIe siècle, évidemment, de la compagnie des mines d'Anzin. Pareil, charbon, 19e, Germinal. Germinal se passe dans les mines d'Anzin, qui est une vraie compagnie qui va rester la plus grande importance charbonnière de France jusqu'à la nationalisation et jusqu'à la fermeture des puits. Euh, donc c'est quelque chose qui est gros et important. Ça, c'est fondé en 1757, D'accord. en fait. C'était bien avant Germinal. C'est un siècle et demi, en fait. Parce que y a un besoin de charbon, encore une fois, à cause du manque de bois qui se fait. Et parce qu'il y a des veines assez proches, en fait. Le deuxième bassin, en termes d'importance historique, c'est celui de la Loire, et donc c'est Saint-Étienne. Autre ville riante, comme Thiers. Hein. Oh oui. C'est 1812. Enfin, Et donc là, la petite du image département de la Loire, du coup, oui. du département de la Ouais, Loire, ouais, tout ouais. à fait, Mm. du département de la Loire. Et là, c'est la petite image qui va après, qui est une gravure qui date du début du 19e, en fait, et qui explique un peu plus comment ça se passait dans une mine en 1812 de charbon. Ça a une autre C'est gueule, ouais, effectivement. c'est pas la même tête, quoi. Mais donc, le charbon, on l'exploite en fait depuis la fin du Moyen-Âge, hein, pour faire simple, pour se chauffer. Mais essentiellement pour se chauffer, parce que il y a des inconvénients par rapport au bois. Il faut se dire que pendant des siècles, toute l'industrie a tourné autour de l'industrie de production, hein, des arts du feu, pour faire simple, verre, métallurgie, céramique et tout ça, a tourné autour avec les deux seuls combustibles qui étaient en fait le bois et son dérivé plus efficace qu'est le charbon de bois. Donc toutes nos recettes, on va dire recettes de cuisine, mais la façon de travailler se fait avec ce charbon-là, ce bois-là. Parce que l'avantage aussi d'une forêt, c'est que c'est plus simple à gérer qu'une mine. Ça s'inonde pas, ça s'effondre pas, on sait où c'est, et le bois sert à tout. Il faut se dire que jusqu'à l'invention de matières autres au 19e siècle, au début du 19e et tout ça, mais même jusqu'au milieu du 20e siècle, le bois est partout, dans la vie quotidienne. C'est les manches des outils, c'est à la maison, les sols, les murs, le bois est partout. C'est avant l'émergence des matériaux plastiques et dans l'entre-deux-guerres, en fait, dans les années 20. Il faut se dire que c'est quelque chose qui est fondamental et qui est partout. Et pourquoi le charbon va mettre du temps à s'imposer? Parce qu'en fait, on l'utilise depuis le 18e siècle. Le charbon, en dehors de zone d'extraction, il est cher. Parce que faut le transporter. Le transport coûte horriblement cher à l'époque. Transporter surtout pour des choses qu'on brûle, c'est très compliqué. Le bois, Paris se fait approvisionner en bois par des trains de bois sur la Seine, du Morvan, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et déréglementé par la puissance étatique. Mais le charbon, le transport coûte très cher. Donc du coup, pas intéressant. L'extraction et une mine, ça coûte cher en plus. À mettre en place, il faut trouver des mineurs et tout ça, c'est cher. L'utilité dans les machines à vapeur en Angleterre, elle est extrêmement onéreuse, parce qu'il faut des ingénieurs, il faut faire venir ce charbon. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les premières machines à vapeur sont employées dans des mines de charbon, où le combustible est sur place et gratuit, entre guillemets, pour l'entreprise, pour pouvoir continuer à vendre du charbon ailleurs, pour le chauffage. Mais dans les industries qui utilisent beaucoup, qui sont très énergivores, en fait, en termes de puissance calorifique, donc ce qu'on appelle les arts du feu, verrerie, céramique, métallurgie, le charbon n'a pas la même composition chimique que le bois. Ce qui fait que ça change les recettes de cuisine et du coup les résultats. Par exemple, pour le verre, ça le teinte. Le verre qui est normalement translucide sort teinté. L'acier qu'on forge avec un haut fourneau et tout ça n'est plus de l'acier mais de la fonte, qui n'a pas du tout les mêmes propriétés physiques. C'est beaucoup plus cassant, c'est beaucoup moins solide et tout ça. Donc le charbon, c'est un vrai frein. Et ça va mettre beaucoup de temps à se mettre.
Et pourquoi on ouvre les mines d'Anzin et pourquoi on ouvre Saint-Étienne, c'est qu'on a un besoin de combustible qui est sans cesse croissant et donc, sauf qu'on n'a pas plus de forêt. On déforeste à tout va, c'est peut-être le moment d'Europe où il y a le moins de forêt. Bonne question, tiens, c'est vrai. C'est probablement cet endroit-là, c'est probablement le XVIIIe siècle. Ouais, ce serait à voir, tiens, parce que c'est vrai que c'est très variable dans le temps. C'est très variable dans le temps, mais c'est probablement, faut se dire, c'est une apogée démographique en Europe, de production, notamment navale, et c'est un moment, enfin, il y a vraiment, en tout cas en Europe de l'Ouest, France, Allemagne. Oui, puis on a une société très agricole aussi, donc on a une société agricole qui a tendance à déboiser. Fatalement, oui. Fatalement. Et donc voilà, il faudra attendre le 19e siècle pour que ce sera important, et le Pas-de-Calais, ça va être la moitié, enfin entre les deux tiers et les trois quarts de la production nationale. Et avec notamment les mines d'Anzin. Les mines d'Anzin, c'est entre 1800 et 1945, ce qui va la fondation, hein, c'est une des 5 premières entreprises de France. Tout le temps. En termes de capitalisation, de nombre d'ouvriers, de bénéfices, c'est l'équivalent du total de l'époque. Pour faire simple. Ouais, bien. On va passer à une petite partie. J'accélère un petit peu, mais en même temps, une fois qu'on a posé les bases, ça va un peu plus vite. Prends ton temps, fais ce que tu as à faire, y a pas de soucis, t'inquiète pas. Mais justement, tu parlais d'usine. J'ai parlé d'usine et toi tu parlais d'apogée démographique et du monde campagnard. Il faut se dire que. Alors dans les images, dis-moi où on en est, parce que là, si je te balance en image, je vais te mettre, ça va être Colbert. Hein. Ouais, ok, donc on est bon, ok, nickel. On est bon, on est sur la fin. Parfait. Voilà, j'accélère un peu, on est sur Y a Colbert. pas de soucis, t'en fais pas. On est sur à l'exception de l'Angleterre, et encore, j'ai pas tous les chiffres et c'est très nuancé. La Belgique, c'est un peu moins nuancé. Mais l'Europe est rurale en grande majorité jusqu'aux années 1870, y compris la France, y compris l'Allemagne, y compris la Suisse, y compris les Pays-Bas, et l'Angleterre, c'est assez étrange parce que c'est plus compliqué que ça. Mais l'apogée démographique des campagnes françaises, en absolu, dans la part de la population, enfin vraiment en absolu, pas dans la part, mais dans l'absolu numéraire, c'est 1846-1848. Très précisément. Donc ça a été, on a refait des calculs, hein, mais c'est la monarchie de Juillet, l'apogée démographique. Et ça se poursuit pendant le Second Empire, jusqu'aux années 1860, parce qu'il y a une extrême vitalité du monde rural, ce que tu disais. Mais le monde urbain, la part de la population en France, la bascule où la majorité de la population vit en ville. Est-ce que tu le sais? La majorité de la population devient urbaine en France. Ouais. Je dirais que c'est de 1930, je crois. C'est ça, c'est les années 30. Putain, je sais tout, enculé. Je crois que c'est 34 ou 36. Je crois que c'est en 1900. Je suis quasi sûr parce que ça me parle, mais parce que je sais que c'est tard, effectivement. C'est extrêmement tard. Donc ça arrive plus tôt en Allemagne, par exemple. Ça arrive plus tard en Italie, par exemple. Ah oui, c'est sûr. L'Italie, c'est les années 60, voire 70. Et en Allemagne, ça arrive 30 ans avant. En France, c'est très clairement la Première Guerre mondiale qui fait ça. C'est un effet de la guerre. Ouais, clairement, en partie, c'est clair. Ouais. Et en fait, même si l'apogée est au milieu du siècle du 19e, en fait, pendant ce 19e là, pour faire un petit aparté, les villes, il y a des très grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, tout ça, qui sont déjà en fait des grandes villes avant. Il n'y a pas de grandes villes neuves qui se créent comme en Angleterre, par exemple. Mais c'est une France de la petite ville, du bourg du coin. Oui, t'as raison, c'est vrai que c'est un phénomène. J'ai pas l'exemple. C'est le Creusot peut-être? Ouais, mais c'est pas une grande ville. Ouais, t'as raison. Pas une grande ville. Ouais. Saint-Étienne, à la limite. Mais, ouais, je connais trop mal, ouais, effectivement. Ouais, il y a les îles minières, donc le bassin minier, ça va être horrible de côté de chez Oryctès et tout ça, et de Pierre. Mais sinon, il n'y a pas de grandes villes neuves. Les grandes villes, Saint-Étienne, c'est déjà une ville avant, Lyon, c'est déjà une ville avant, Marseille, Paris, Lille, Bordeaux, ces grandes villes-là, quoi. Peut-être en région parisienne, autour des usines, tu vois, Boulogne-Billancourt et compagnie. À part la petite couronne parisienne. Ouais. Non, mais je réfléchis en même temps. Et la banlieue lyonnaise aussi. Ouais, tu me prends au dépourvu, là, mais oui, effectivement. Mais encore une fois, c'est souvent des cas de banlieue. Plus que des villes créées presque ex nihilo. Mais tu vois, une ville comme Sheffield, qui était extrêmement petite au XVIIIe siècle, qui existait déjà, je ne dis pas le contraire, c'est déjà une ville petite,
très secondaire, devient une ville gigantesque Ouais. dès les années 1850. En Et maintenant, Allemagne, je sais que récemment, c'est Wolfsburg qui est une ville créée ex nihilo par Volkswagen. Mais voilà, c'était la petite anecdote du jour. Oui, C'était non mais mais vraiment parce pareil, que j'étais très surpris. Je pensais que c'était une ville ancienne et au hasard d'une lecture, je me suis rendu compte que tu putain, te c'est rends vraiment compte que une pas du tout. ville créée Pas de du rien tout. dans les années 30 quoi, de zéro. Il y avait rien. Tout autour de l'usine Volkswagen, c'est assez fou. Enfin bref, on s'en fout. Mais peu Et importe. voilà, si je voulais attaquer un deuxième lieu commun après la science, l'énergie, le charbon, c'est celui de l'usine. L'usine, au sens où plein d'endroits travaillent au même endroit. Enfin, plein de gens travaillent au même endroit. Je parle pas de chaîne, de travail à la chaîne ou de choses comme ça. Je parle de concentration de main-d'œuvre. Ça existe avant, il y a l'Arsenal de Venise, il y a les villes des Flandres, tout ça, il y a toujours un zinzin érudite, un antiquisant va te dire que c'est à Rome ça existait, enfin et ainsi de suite. Mais ce qui va servir de base en France, c'est l'œuvre de Colbert avec celle des grandes manufactures royales. Le but des grandes manufactures royales, hein, c'est de créer des trucs pour pas que nos nobles dépensent toute leur thune à l'étranger, et particulièrement en Italie. Il va y avoir dans tous les domaines, hein. Il y a la tapisserie avec les gobelins, il y a Aubusson, parce que faut parler de la Creuse, c'est important. Tout à fait. Bon après c'est Euh, grande manufacture, oui c'est une manufacture, oui, voilà. c'est une manufacture, mais Ouais, c'est sûr. voilà, c'est une manufacture, c'est moins grand que les Gobelins. La céramique, il y a Sèvres et Limoges. Ah La métallurgie, oui, il y a Cristal, Cristal Baccarat. avec Baccarat en faisant le verre. Il y a Baccarat qui est en fait Saint-Gobain, la manufacture des glaces. Mais il y a Cristal, Baccarat. Il y a Saint-Étienne et Charleville pour le métal, mais qui sont en fait des manufactures d'armes. Charleville qui va devenir Châtellerault après, hein, pour ceux qu'on va déplacer au 19e siècle parce que trop proche des Allemands. C'est pour ça qu'on va la mettre au milieu. Et dans le tissu, il y a Jouy, à Jouy en Josas, manufacture Oberkampf. Il y a le Dijon-Val à Sedan, parce qu'il fallait que je parle de la Lorraine. Je savais que c'était Ah avec non, toi. alors Donc, Sedan n'est pas en Lorraine. excuse-moi. Ah non, Pour moi, c'est tout pareil. Ça dit oui non, et non. ça mange de la quiche. Ah non, mais Sedan n'est pas du. Enfin bon, bref, peu importe. Je vois que ça titille les querelles de clocher. Ah non, mais c'est juste pas en Lorraine. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu me disais Niort, c'est en Bretagne, quoi. Non, non, c'est. Non, non, c'est les Ardennes, c'est Ah ça. oui, tout à fait, tout à fait. Bref, fallait que je parle du Nord-Est, mais Non, mais on y reviendra. Je ferai une on y présentation. reviendra. Ouais, ouais. Mais on retrouve le rôle prééminent de l'État et pré-révolution. C'est-à-dire que c'est l'État qui impulse la création de ces lieux. C'est vraiment tout est payé par l'État. C'est une dérogation juridique, c'est-à-dire qu'on dit que le droit n'existe, c'est une exception. C'est vraiment une juridiction de l'exception. C'est les lois qui ont lieu normalement n'ont pas lieu là. On fait venir des gens, on importe des ouvriers des ouvriers spécialisés d'Europe entière à grands frais, des exemptions d'impôts et ainsi de suite, pour créer une industrie ex nihilo en fait. C'est chose qui n'existait pas, hein, tout bêtement. Hein. Et t'as l'image un peu dégueulasse, je suis désolé de la qualité de la suivante après Colbert. Ah putain, d'accord, on en était encore là, merde. Ouais, pardon, Excuse-moi. je suis Non, désolé. non, il y a aucun problème, il y a aucun problème. C'est là. Non, mais j'étais perdu, je n'osais pas te demander parce que je voulais pas t'interrompre dans tes développements. Donc, Non, mais c'est ok. c'est l'actuelle caserne. Là, on est en plein Paris. On est dans le 12e arrondissement, c'est Reuilly, Diderot, hein, pour ceux qui connaissent, côté de Gare de Lyon. Qui est actuellement une caserne de pompiers. Et c'est le premier site de la manufacture des glaces, donc qui est l'image d'après, de Saint-Gobain, qui ok. voilà, qui ça va concentrer, on est au XVIIe siècle, hein, encore une fois, et ça concentre jusqu'à 400 ouvriers. Il faut se dire que 400 ouvriers, même en 1830, c'est une grosse usine. Et encore maintenant, même maintenant, hein, c'est avec 400 ouvriers. Une entreprise avec 400 salariés, c'est gigantesque. Ah Hein. bah aujourd'hui, oui, effectivement, oui. Mais déjà à l'époque, c'était gigantesque. En fait, ça va rester gigantesque assez longtemps, finalement. Et petit portrait, et après, l'image d'après, c'est Saint-Gobain, le site historique dans l'Est, vers le Creusot et tout ça. Et important, Oberkampf, un Allemand du XVIIIe siècle, parce que c'est un peu le thème. Oberkampf, c'est 1738-1815. Il s'appelle Christoph Philipp, c'est un Allemand, sa famille d'origine de la région du Rhin, vraiment plutôt côté proche, frontière Suisse et France, dans ce coin-là, l'Allemagne. Et Oberkampf, c'est lui qui va fonder en 1760 la manufacture de toiles d'indiennes. Donc les indiennes, ce sont des toiles de coton peintes. Parce qu'il y a un changement dans la fabrication, dans le tissu. Le coton arrive en fait en masse d'Inde
au XVIIIe siècle par les Anglais. Ça va être interdit en France pendant des 50 ans, enfin 30 ans, et ça va pas marcher. Donc on va se mettre à la faire. Et on va les faire chez nous pour éviter de l'acheter celle d'ailleurs. Et celle d'ailleurs, c'est soit celle des Anglais, soit celle des Suisses et des Alsaciens. Et par Alsacien, c'est très précis, c'est Mulhouse. Parce que Mulhouse, à l'époque, n'est pas française. Mulhouse deviendra française qu'après 1789. C'est une ville indépendante liée au canton suisse. Et ça va être la plus grande manufacture avec Saint-Gobain. Celle de Jouy. Donc Jouy en Josas, c'est dans la région parisienne. C'est dans le 78, si je ne m'abuse. Oui, c'est dans le 78, oui. Et ça va être un peu un moteur industriel, au sens actuel du terme, on va dire. C'est près de la Bièvre, c'est au sud-ouest de Paris. Pour la Bièvre, pour l'énergie et pour l'eau des teintures. Donc ça va fabriquer du coton, ce qui va être un secteur central dans la révolution industrielle, en fait. C'est on mesure l'industrialisation, même déjà à l'époque, par la production de tissus et d'acier. Donc c'est extrêmement important. Le site de Jouy, c'est 14 hectares. Donc c'est le petit tableau, et c'est 1300 ouvriers à l'apogée sous ce premier empire. Donc ça va profiter évidemment du blocus continental, et ainsi de suite. Mais 1300 ouvriers au total, administration comprise, hein, c'est hors du commun pour le siècle, ça n'existe pas. Il y a la croix qui dépasse les 1000 ouvriers en 1800 en entreprise et en lieu de production. C'est les mines d'Anzin, Saint-Gobain et Jouy. C'est extrêmement lié à Mulhouse. Donc tu peux mettre l'image 28 pour illustrer un autre paysage industriel 18e siècle. Et ça ressemble à rien, hein, ça ressemble à des maisons un peu grandes, un peu bourgeoises, près d'un cours d'eau, juste qu'à l'intérieur, c'est plein de métiers à tisser, à filer, à teindre, et on fabrique du tissu au mètre, avec des motifs, quoi. Donc c'est ça, tout ça, ça vient c'est aussi à Bâle et à Genève, et typiquement en 1768, à Mulhouse, il y a 15 usines d'indiennes dans une seule ville. À la fin du siècle, c'est les 2/3 des toiles de coton produites en Europe sont faites à Mulhouse, avant que le site de Jouy vole en fait toute cette production-là par une concentration gigantesque. Et pour le deuxième secteur, je disais que c'était la métallurgie, ça va être le petit plan dégueulasse, parce que c'est le seul que j'ai trouvé, c'est le petit plan qui sont l'image 29 et l'image 30. Donc c'est Windlaton Mill, on est dans le nord-est de l'Angleterre, dans la grande banlieue de Newcastle upon Tyne, donc vraiment tout au nord-est de l'Angleterre, qui est aussi la ville où est né Mark Knopfler. Voilà, anecdote pour les fans de rock de Daron. C'est une fondation de Ambrose Crowley, Windlaton Mill. C'est un lieu dit, et lui il va s'installer là où Ambrose Crowley II est maître de forge. C'est un forgeron, et quand on dit maître de forge, c'est-à-dire qu'il a le droit d'enseigner. Il a un statut un peu haut placé. Il a de l'argent, il est d'une dynastie d'artisans bourgeois, on dirait. Et il va s'installer sur cet endroit-là en 1691, et la manufacture fermera en 1863. Ça traverse tout le XVIIIe siècle et une partie du XIXe. C'est une forge. On se met à côté de l'eau pour l'énergie, parce qu'on a besoin de l'eau du canal pour alimenter les soufflets. Et c'est important parce que c'est un des premiers exemples d'habitat ouvrier créé par le patron. C'est-à-dire que c'est Ambrose Crowley qui va payer les maisons pour aller louer à ses ouvriers. Dans le salaire, il y a le gîte et le couvert. Il y a aussi Mais évidemment, il est aussi extrêmement célèbre pour d'autres choses liées à cette tentative de contrôle de la main-d'œuvre. Mais Ambrose Crowley, il va fonder des clous pour la marine. On revient sur la Royal Navy, mais c'est une consommation construire un bateau, c'est essentiellement plein de clous. Et lui, il va faire sa fortune en vendant des clous. Pas de son métier. Et il va trouver un marché assez porteur au XVIIIe siècle, qui est celui de la traite négrière, parce qu'il va aussi fabriquer des chaînes et des fers pour les esclaves, en masse. Ça va être un très très grand forgeron. Il y a 300 ouvriers dès le début du XVIIIe siècle. Énorme site. Et ce qui va être intéressant, justement, c'est le logement ouvrier. Il y a des règlements, faut se lever à 6h, aller à la messe, faut prendre le petit-déj à 6h15 et à 6h35, il faut être sorti. C'est à la minute près, hein. Tout le règlement. C'est un des plus anciens règlements d'usine qu'on a retrouvé. Et
bah, je pense que fabriquer des obus en 41 en Union soviétique, c'était moins contraignant, quoi. Ou pas loin. Euh, on pourrait en discuter, mais peu On importe. pourrait en discuter dans le jeu, c'est évidemment. Au moins, t'avais à c'est moins manger là. Mais, contraignant. ouais. Oui, t'avais à manger, Non, c'est mais vrai. le système reste le même. On a compris effectivement Un l'idée système de de contrôle. la Voilà. productivité nécessite effectivement, et on l'a encore aujourd'hui, même dans un bureau, vous êtes soumis à des horaires entre guillemets fixes. Pourquoi vous n'allez pas travailler à 22 heures? Dans le fond, on pourrait, hein, mais effectivement, il faut que tout le monde soit là au même moment, au même endroit, pour des questions Voilà. de productivité, de connectivité entre les personnes et compagnie. Quoi. Entre les C'est personnes, logique. Hein. il y a pas de travail à la chaîne, donc c'est un peu c'est une juxtaposition de plein de petites forges traditionnelles, comme on le dans la tête. Mais c'est aussi une histoire de contrôle dans un moment où la main-d'œuvre est mobile. Ouais, elle est très Il faut mobile, ouais. fixer On l'oublie, ouais, mais on effectivement. l'oublie. Il y a une. La main-d'œuvre est mobile jusqu'au 19e C'est siècle, et même effectivement jusqu'au 20e. l'âge d'or, ça aurait été l'âge d'or du macronisme. Le monde du travail est extrêmement flexible à cette époque-là. Si vous en avez marre d'aller bosser quelque part, prenez vos trucs et vous vous barrez, quoi. Donc c'est vrai que Et c'est. même sans aller très loin, hein, il suffit littéralement de Clairement. traverser. Pour le coup, là, de traverser la rue marche plutôt pas mal. Mais et donc c'est le début ce qu'on va appeler en Angleterre le factory system, plutôt que donc le système de l'usine, qui va commencer au XVIIIe siècle et même à la toute fin du XVIIe, où on va commencer à concentrer de la main d'œuvre pour des raisons de productivité, de surveillance et surtout pour la fixer, pour éviter d'avoir des gens nomades ou semi-nomades qui se promènent un peu partout au gré des emplois, parce que c'est relou d'engager tout le temps des gens. Ouais, puis C'est ça pas va main dans la main avec le contrôle de l'État sur ses citoyens, hein, sur exactement. leurs Et d'ailleurs, déplacements, sur leur emplacement, tout ce que vous voulez. en Angleterre, ce qui est assez sordide de notre part, c'est qu'il y a un côté contrôle privé, oui, énormément, hein. C'est très délégué à très décentralisé à des puissances qui sont parfois privées et qui ont des intérêts un peu autres que celui de l'État et du bien-être global de la population. Mais Et c'est comme ça, mais c'est comme ça partout. Hein. oui, bien En sûr. France, je sais plus qui en parlait, peu importe, hein, mais on a mis des noms des rues. C'était pas pour se retrouver sur des plans, hein, c'était avant tout pour pouvoir localiser les gens. Et d'ailleurs, ça a conduit à quelques émeutes quand on a commencé à le faire dans les rues parisiennes. Il me semble que c'est au Tout à fait. 18e, où les Ah gens oui, ont oui. très Non, vite non, compris que ça n'avait pas pour vocation d'être philanthrope. Voilà. Mais ah comme non, votre carte d'identité ou tout ce que vous voulez, quoi. c'était des purs buts de surveillance et fiscale. La fiscalité et la surveillance judiciaire, hein. Ouais, non, non, mais c'est logique, hein, contrôle du territoire, Et contrôle des populations. voilà, et il y a un petit corollaire à ce factory system, donc c'est l'image suivante, qui est la 31, donc c'est fantastique métier à tisser. Ceux-ci datent de 1825 et sont français, hein. Je sais plus où ils sont je crois qu'ils sont dans le nord. À filer, c'est pas les Forcément, métiers à tisser. forcément dans le Nord. C'est forcément dans le nord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une mule Jenny. Celle-ci fonctionne encore, c'est assez rare. Et assez notable pour être. Quand on va dans le musée local, ça peut tourner. Ce qu'on appelle la Mule Jenny, qui va en fait concentrer. Ça a été inventé en 1774, cette fois-ci comme les États-Unis. Et. Non, c'est 1776, bordel. Oh putain, l'abruti. C'est entre les deux. Entre les deux. Mais c'est une machine à filer. Le coton, la laine, le lin, ça file. Ça transforme des gros paquets de matière, essentiellement le coton et la laine, en fil, qui va ensuite être transformable en tissu par le tissage. Et c'est une opération qui est traditionnellement faite à domicile, que ça introduit en fait le travail par les gens chez eux. C'est un complément de revenu essentiel de la ruralité partout en Europe. Quand tu as fini de travailler, de bêcher tes salades et de planter ton blé, tu fais ça chez toi pour essayer de faire un peu d'argent. Parce qu'avec des métiers beaucoup plus des outils beaucoup plus simples, tu peux le faire chez toi. Et les Anglais vont commencer, grâce à un thème technique qui avance d'augmentation d'augmentation de la productivité, parce que l'augmentation de la productivité, c'est l'augmentation du profit. On va créer cette machine-là, qui est une synthèse de de toutes les technologies du temps, qui est dès le départ prévue pour être actionnée soit avec un cours d'eau, soit avec une machine à vapeur. On a compris le principe que la vapeur pouvait très bien substituer un moulin à eau. Et c'est quelque chose qui détruit le travail à domicile.
C'est-à-dire que pour une mule génie, c'est genre 600 fileuses qui ont plus de travail. Ce qui va créer des grands troubles sociaux, mais qui mériterait quelque chose à part entière, les ravages, les troubles sociaux, l'industrialisation, les ludites et tout ça. Mais c'est les premiers troubles ludites en fait, pour ceux qui savent, donc des révoltes anglaises de paysans plus ou moins pauvres et de paysans ou artisans contre la modernisation, qui vont détruire des machines. Et c'était pour introduire essentiellement le travail à domicile, parce que on parle de proto-industrie, essentiellement. Donc on est sur pour quelque chose qui date d'avant l'industrie, comme la proto-histoire qui est un peu une transition entre l'histoire et la préhistoire. On parle de proto-industrie ou d'industrie dispersée. C'est la concentration, le fait d'aller à son lieu de travail, c'est pas quelque chose de très commun, finalement, jusqu'au 20e siècle. Il y a beaucoup de gens qui travaillent chez eux. Ou ils habitent sur le lieu de travail. Ça dépend dans quel sens on le voit, mais les ateliers sont au rez-de-chaussée des maisons, où les gens y vont, peut-être l'apprenti y va, mais le maître habite au-dessus. Les gens quand t'es boutiquier, bah t'as ton logement qui est... Mais c'est très clair, donc ça va avec effectivement l'apparition du salariat. Hein, Donc voilà. Voilà, à partir du moment où vous êtes dépendant de quelqu'un qui vous paye et qui fixe un lieu de travail, effectivement, vous vous déplacez pour vous y rendre. Quand vous êtes maître Voilà. de votre propre travail, vous êtes artisan ou agriculteur ou tout ce que vous voulez, effectivement, Vous vous êtes chez vivez vous. là où vous travaillez, oui, c'est sûr. Mais il faut se dire que l'écrasante majorité, je pense qu'on est sur 99% de la population, même anglaise, hein, au XVIIIe siècle, vit à côté de son lieu de travail. Les mineurs habitent pas loin de la mine, parce que il y a l'exception des mines, parce que t'habites pas dans la mine, parce que c'est pas possible, mais t'habites pas loin, en tous les cas. Et il faut se dire que la production, même textile, même métallurgique et tout ça, va se faire chez soi. C'est quelque chose qu'on fait, c'est le mode de travail, tu ne vas pas au travail. Tu vas dans les champs, mais le travail, c'est chez toi. Très rare le fait d'aller au travail, c'est très urbain et dans certains métiers très particuliers, particulièrement l'administration de l'État. En France, il y a un règlement qui apparaît en 1762 qui autorise les paysans de fabriquer des objets en dehors du régime des corporations, qui réglemente le travail. C'est déjà une exception au droit du travail. Et ça concerne des objets textiles, des petits objets textiles et en métal. On autorise les gens à filer et tisser chez eux. Ils pourront jamais fabriquer d'énormes quantités chacun dans leur coin, mais ou des petits objets en métal, des petits clous, des petits engrenages, des petits ressorts, des petites pièces quoi. On fabrique pas des fusils chez soi, même s'il y en a qui le font, mais c'est pas les paysans ils font pas ça quoi. Et dans un contexte où il y a une très forte pression encore alimentaire au XVIIIe siècle et une pression démographique dans les campagnes, ça permet des compléments de revenus. Factuellement, hein, très prosaïquement, ça permet de faire rentrer de la monnaie quand la récolte est mauvaise. Ça permet de créer un pécule finalement qui n'est pas dépendant des aléas de la terre. Surtout que ça permet aussi déjà tout bêtement de créer de la monnaie. Ça monétarise l'économie. Il n'était pas forcément en totalité encore en 1762 dans les campagnes en France. Et progressivement, en fait, va se mettre en place une pluriactivité entre une partie des moments de l'année on va travailler dans les champs, et une partie des moments de l'année, on va travailler chez soi, pour créer des trucs. Du filage et du tissage essentiellement, et un peu de travail du métal aussi dans certains endroits. Typiquement, il y a une tradition horlogère en Suisse qui s'appuie sur un travail domestique dans la campagne aux alentours, et y compris transfrontalière actuellement. C'est-à-dire qu'il y a une tradition horlogère en France, dans le Jura, juste en face, parce que les gens sont mis à fabriquer des engrenages chez eux. Et l'horloger, il ne fait que l'assembler et terminer les opérations chez lui. Et ça existe partout. Dans toutes les régions de France, il va se mettre en place cette pluriactivité-là. En Bretagne, on va filer du lin, par exemple, à côté de l'agriculture traditionnelle. La laine, c'est le tissu qui va prendre une place importante parce que c'est plus facile à faire, ça nécessite moins d'outils, et c'est quelque chose qui se consomme très facilement. On a tout besoin de s'habiller. Le tissu, on l'utilise pour... c'est facile à vendre, c'est pas très lourd. Il y a plein d'avantages qui font que le tissu est pratique et que ça va se concentrer là-dessus. Puis la mode apparaît et donc il y a des renouvellements de consommation, donc on peut toujours vendre en plus. Il faut se dire que on va disperser l'industrie. Ça se fait autour d'une relation ville-campagne. En fait, il y a toujours un petit centre urbain, pas forcément très gros, où il va y avoir
quelqu'un avec un peu d'argent qui va passer commande ou acheter la production des paysans aux alentours, qui commencent à faire aussi des allers-retours ville-campagne. Et je parle bien d'allers-retours et pas d'exode ou d'exil rural. Oui, C'est que les allers-retours, on les voit aussi. Il y a on le voit dans la Creuse. Il y a ce qu'on appelle les maçons de la les Creuse, maçons, les maçons qui de la finiront Creuse, par partir, ceci étant dit, mais qui au début effectivement sont des gens qui font des allers-retours. ouais. Moi j'avais mes ancêtres, hein, on parlait des arrière-grands-parents il y a pas longtemps sur Discord, il y en a qui ont fait ça. Mais il y a des allers-retours, les maçons de la Creuse, c'est tout le long du 19e siècle, mais ça existe en fait, ces relations d'aller-retour ville-campagne. Je veux dire, c'est même avant pour le coup. J'en parlerai. Ouais. J'en parlerai, mais. Ok. Et ça va commencer à créer en fait des espèces de bassins et de marchés régionaux et de relations ville-campagne qui ont toujours existé, hein, parce que les paysans, les citadins ont besoin de manger, hein, tout bêtement, donc il faut que des gens viennent leur vendre à manger. Mais ça va créer des dynamiques en fait, ville-campagne, qui vont ne faire que s'amplifier au 19e siècle, mais j'en parlerai plus tard. Enfin, dans un autre épisode, parce que là, j'avance. Et il y a un symbole un peu important de cette industrie dispersée en milieu urbain, qui est l'image 32, qui va être le système des canuts, qui est à Lyon et à Saint-Étienne. Ah, bien sûr, les canuts lyonnais. Les canuts Qui lyonnais. font partie de la mémoire de cette ville pour encore un temps avant qu'elle ne bascule complètement dans autre chose. Mais oui, effectivement, les canuts, ça fait partie de l'identité profonde. Les canuts sont des artisans tisserands de la soie. Ils existent aussi à Saint-Étienne, aussi dans la soie, qui travaillent chez eux. Il y a un métier à tisser littéralement dans le salon, et toute la famille travaille autour. La femme, les parents, les enfants, les frères, les sœurs, enfin le noyau familial plus ou moins étendu travaille autour de ça. Et ça, sauf que les canuts vivent en ville. C'est la principale différence avec la proto-industrie qui se fait plutôt au milieu rural. Mais c'est un peu une survivance de ce mode de dispersion, c'est-à-dire que les canuts, on leur passe commande. Il y a quelqu'un qui arrive, qui leur dit je veux on l'appelle le marchand fabricant alors qu'il ne fabrique rien, qui leur passe commande de tissus et d'objets, et eux s'organisent comme ils veulent pour le fabriquer. C'est la sous-traitance en fait. Mais il faut se dire que jusqu'au XXe siècle, la plupart des entreprises, des usines, ce qu'on va appeler des ateliers, des usines, on peut le terme d'atelier, c'est pas plus de 5 ou 7 personnes, c'est moins de 10 personnes. C'est l'équivalent de nos PME actuelles en fait. Enfin, même pas moyennes, juste des petites entreprises. C'est très rare, hein. C'est assez, d'un point de vue numérique, c'est très rare en fait ces zones de grande concentration. Elles existent avant, depuis le XVIIe siècle finalement, mais ces modes de production, les canuts lyonnais, c'est les années 1830, hein, la grande révolte des canuts, et le système des canuts, il va mourir au XXe siècle. Il va durer tout le long du XIXe. Et j'arrive à la conclusion, à ma conclusion à moi. En fait, que ça soit d'un point de vue scientifique, la révolution scientifique, elle date pas du 19e. Le 19e, pour faire un cliché, c'est le siècle de l'ingénieur plus que du scientifique. C'est de l'applicabilité de grands principes physiques, chimiques. Oui, effectivement, on a les découvertes avant et l'application après, oui, tout à fait. Alors que le siècle dit scientifique, c'est plutôt le 18e siècle. Ouais, c'est sûr. On découvre des grands trucs et tout. Donc c'est une caricature un petit peu que je fais, mais ça marche assez bien. Il y a quelque chose que je voulais, c'est un peu ce siècle de l'ingénieur. Il y a une autre rupture qui est celle de la ville et de l'exode rural, que je développerai plus dans notre émission. Mais le 19e, c'est le premier siècle véritablement urbain de notre époque moderne. Avant des siècles, typiquement l'Antiquité grecque, on va me dire oui, mais tu te rends compte, les cités-États et tout ça, le fait de la ville. Mais il y a un changement, une rupture urbaine qui se fait tout au long du 19e siècle. Hein, que c'est pas une rupture, un jour c'était comme ça et le lendemain c'est complètement autre chose, évidemment. Mais il y a une vraie rupture urbaine au 19e siècle autour de la ville, et pour moi c'est ma théorie, hein, parce que c'est celle de la concentration de la main-d'œuvre, des usines, de ces grandes villes. Oh, mais je pense que personne ne te contredira là-dessus. Hein, et par ces usines-là, ça va être typiquement, il y a je boucle sur les temps modernes typiquement, mais le début du film, c'est cette marée humaine qui rentre à l'usine, et puis celle des grandes villes, la domination, son conteste des grandes villes, et donc dans l'opposition ville-campagne, c'est un peu important, ça va être pas... Enfin, c'est les mégalopoles, les métropoles gigantesques par rapport au reste du pays. Paris qui concentre, des fois 10% de la population du pays. Londres, c'est encore pire.
En Angleterre, Londres prend une place gigantesque et les villes sont colossales. C'est un peu moins le cas en Allemagne, hein, parce que le pays n'est pas unifié avant tardivement et le pays a une autre dynamique urbaine. Il n'y en a pas qu'une seule grosse comparé à des pays plus centralisés comme Ah, je pense que ça. Non, non, mais on pense que mais ça peut se il y a rapprocher. cette dynamique qui existe là aussi. Hein. Ah, Berlin, oui, pour des oui, discussions oui, urbaines sans précédent. Munich aussi. Munich, Düsseldorf pour la vallée du Hambourg, Rhin, par tout ce que tu exemple. veux. Mais voilà, les grands ports. Mais Ah, c'est ouais, à l'échelle des États-Unis, c'est New York, c'est. D'ailleurs, le port est peut-être particulier dans cette dynamique-là, parce que Oui, ce effectivement, qui ça a fait un toujours. cas particulier de Ouais, villes ouais. comme Londres et New York, qui sont avant tout des ports Parce que tournés vers la mer. ça a toujours concentré des gens, forcément, d'un point de vue urbain, parce que le port est sur la Oui, mer, généralement, dans une grande ville, quoi. Donc, voilà, c'est la singularité de Marseille ou de Bordeaux en ouais, France, ouais, c'est clair, typiquement, c'est clair. et de villes qui prennent des importances énormes. Et En qui connaissent Normandie, par déjà un exemple. certain prolétariat urbain, quoi. Ah, bien, tout à fait. Bah, Marseille, le prolétariat urbain, il doit être vieux Mm. comme la ville. Hein, Non, mais c'est mais les clair. ports concentrent sont des cas particuliers qui mériteraient d'ailleurs un petit focus. Hein. C'est vrai que tu me le dis, ça mériterait que. Ça me donne envie de m'y intéresser. Mais c'est l'exode rural, en fait, le 19e siècle. Et qui, en fait, n'est pas vraiment un exode rural, puisque en Oui, France, c'est c'est un 1930, peu, quoi. ouais, c'est ça, c'est un peu exagéré. Et puis C'est une même période. la Voilà, population rurale reste très importante jusqu'au début des années l'âge 50. Hein. ouais, l'âge d'or des campagnes en France, c'est le Second Empire, mais c'est en fait un moment des campagnes euh, qui va, euh, qui va, oui, jusqu'au au remembrement dans les années 50 et Mm. qui va considérablement changer le paysage agricole et l'avènement des usines gigantesques. C'est les années en France, hein, je veux dire, c'est les années. Il y a des exemples avant, mais c'est essentiellement les années 50, le travail à l'usine, quoi. Aller à la ville et tout ça Il y a un peu de ça, ouais. bosser à Mm. l'usine, ouais. Ça existe avant, il y a Renault, il y a Citroën et ainsi de suite, mais Non, mais le fait commun, tout n'est pas monolithique. On passe pas bien sûr. de l'un à l'autre, ouais, c'est évident, c'est sûr. Et en fait, moi, ma conclusion, ce qui fait que la vraie rupture qu'est le 19e siècle, c'est le train. J'avais mis l'image 33 hein, pour parler de la ville, hein, tu l'avais mise. Hein, c'est Gustave Doré, c'est Londres dans les années 1860, vu par Gustave Doré. Donc on voit cette espèce de faux bout taudis urbain avec le train au fond. Et ça, c'est la gare Saint-Lazare, hein, par Claude Monet, dans les années 1860. Et c'est le train, parce que ce qui va vraiment chambouler le territoire et les mobilités, finalement, c'est le fait de plus travailler à cheval pour faire pour tout et rien. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va connecter Là, tu nous as trouvé les une gens. carte en allemand, s'il te plaît, quoi, putain. Ouais, je voulais trouver une carte en allemand. Ouais, c'est pour varier mes sources, mais je l'ai trouvé assez lisible finalement. Ah oui, mais pas pas forcément. en image, ouais. Non. Sur mon ordi, elle rendait vachement mieux. Elle rendait vachement mieux sur mon ordi, je pouvais zoomer et tout, c'était incroyable. Hein. Il y a la fameuse gare de Boussac en zoomant. Mais donc c'est le réseau ferré français en 1912. Et on voit que ça va, mais jusque dans les sous-préfectures les plus obscures de votre département finalement. Et on est qu'en 1912. C'est-à-dire que ça mériterait l'évolution des voies de communication en France au 19e, c'est un sujet Ah, c'est une à épopée. part entière. C'est une épopée Moi, il y a gigantesque. le seul nom qui me vient, parce qu'il est rigolo, c'est Prosper Enfantin. C'est le précurseur du canal de Suez. C'est lui qui crée la Compagnie Générale des Eaux, qui deviendra Vivendi par la suite. Mais voilà, c'est tout le saint-simonisme, tout Et le voilà, christianisme de Monsieur Enfantin, l'industrialisation. que tu peux rajouter, qui en fait va la pompe à feu de Chaillot, de parisienne que je t'ai montré précédemment de 1781, c'était l'ancêtre de cette compagnie-là. Ouais, mais c'est pas étonnant. De toute façon, la guerre rurale, elle Lié. a clairement joué un rôle ultra important Et- territorialement. Je pense qu'il y a certains départements qui sont Et là, encore je vois plus morts. Zieglo, il y a 10 fois moins de lignes aujourd'hui. Il faut se dire que l'apogée du réseau ferré français, c'est la création de la SNCF en fait. C'est le Front populaire. C'est les années 30. Parce de passagers, hein, parce que là, ce sont uniquement les voies de passagers. Parce qu'il y a tout un réseau parallèle. C'est assez drôle d'ailleurs, parce que c'est quand même largement à la base un mouvement privé, la création ferroviaire. C'est entièrement privé. Alors qu'aujourd'hui, Là, le mouvement de d'ailleurs- privatisation a tendance à un peu assassiner le ferroviaire. Quoi. Là d'ailleurs, sur la carte, c'est divisé par grandes lignes. On voit en rouge dans le sud-est Paris, Marseille. Compagnie lyonnaise, un truc comme ça. Les chemins de fer de l'ouest, en rouge à l'ouest, qui va vers la Vendée et tout ça. Le Paris, c'est une autre émanation, parce que c'est la ligne des frères Pereire qui va jusqu'à Arcachon.
Donc c'est les mêmes gens, hein, les frères Perrer, hein, c'est la même entreprise. C'est 2 entreprises, mais c'est les mêmes personnes dedans. À l'ouest et au nord-ouest, c'est public. Déjà, elle est en 1912. D'accord. Paris-Orléans, c'est public. Ça a été nationalisé, enfin repris, parce que la compagnie a fait faillite. D'accord. Et l'État a dit, on peut pas juste fermer et dire qu'il n'y a plus de train. Donc l'État a racheté la. Oui, la puis il faut compagnie. dire aussi effectivement que on peut faire l'emphase là-dessus. Et c'est vrai qu'il y avait sans doute une rentabilité importante, parce qu'effectivement le développement de l'automobile a forcément largement rendu caduque et inutile pas mal de lignes de train, c'est une certitude. Mais il faut se Mais dire qu'il y a voilà, il y a un chemin de fer rural extrêmement présent qui va durer assez tard, parce que bon, j'ai mis la gare de Bourganeuf à la fin parce que ça me faisait rire, mais faut se dire que partout en France, il y a des trains. Maintenant Bourganeuf, enfin cette gare-là, hein, Bourganeuf n'accueille plus de passagers depuis 1939, ah hein. oui, non, C'est-à-dire que je confirme. ça fait un moment que c'est plus une gare, mais ça l'a été déjà un jour. Il faut se dire que le moindre patelin du département pouvait avoir le train assez facilement en fait. Là dans les Landes, là où j'habite actuellement, il y avait tout un maillage privé lié uniquement à l'usage industriel, des industriels du bois. Heu, Parce qu'il y avait il y avait un besoin mais ça se fait dans plein de régions où en fait il y avait des trains mais partout. Donc évidemment après entre la gare, les fermes, la ville et tout ça, les gens circulent à cheval. Mais le train est vraiment, omniprésent, au fur et à mesure que le 19e siècle avance. La première voie ferrée en France, c'est les années 1830. Donc il y a, débat entre, est-ce que c'est dans la région de Saint-Étienne pour transporter du charbon ou, la première ligne de passagers, c'est, Paris-Saint-Germain-en-Laye, l'actuel tracé du RER A vers l'ouest, pour ceux qui connaissent la région parisienne. C'est sous Louis-Philippe en fait. Les premières lois de concession et l'organisation du réseau en étoile et tout ça a été créé dans les années 1830-40. Bah écoute, ma foi, on reviendra sur le train une prochaine fois, parce que l'heure avance. L'heure avance. Et c'est là, moi, je termine en fait, la vraie rupture que va induire le 19e siècle, c'est pas tant le scientisme avec euh, la scientifisation, l'énergie, la machine à vapeur, qui sont tout ça des choses qui existent en fait déjà avant, même en France, dans certains, pas partout évidemment, et ainsi de suite, mais qui existent déjà dans une frange d'esprit éclairé, et ce qui en fait vont faire la Révolution française, possiblement parce qu'ils étaient influencés par ça. Mais la vraie rupture pour moi, c'est le train, parce que ça va être la dilatation de l'espace et du temps que ça induit, c'est ça qui va réellement unifier le pays, ne serait-ce qu'au sens horaire. C'est grâce au train qu'on a la même heure partout en France. Mais alors, pour conclure, est-ce que du coup la période de la révolution industrielle, elle est aujourd'hui rendue, on va dire, caduque et terminée par on pourrait dire le passage au tertiaire ou je sais pas, ou l'invention de l'ordinateur. Alors, est-ce que c'est une période révolue d'un siècle entre 1850 et 1950 en gros, quoi? eh ben, c'est une grande question, et sur pareil, je pense que la question se pose en histoire d'échelle. C'est-à-dire que dans notre monde occidental, oui, probablement. Personne n'a envie de travailler à l'usine, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement caché, qui est plus visible. La plupart du travail se fait dans un bureau, devant un ordinateur avec Excel ouvert. Mais c'est pas du tout le cas pour plein de pays dans le monde, en fait. Et donc je pense qu'il y a ça qui se joue. C'est-à-dire que dans notre Occident, oui, probablement. Je pense qu'on peut se dire que c'est d'un siècle, et même d'un siècle et demi, en gros, de les 1800-1950, c'est probablement fini. L'acte de la fermeture des mines, toutes les mines en France sont fermées, l'acte est signé sous Pompidou. Elles vont mettre du temps à fermer, parce que c'est une fermeture qui est planifiée sur des dizaines d'années, mais l'acte il est signé en plein mai 68, d'ailleurs, pour la blague, en pleine grève de toutes ces industries et ces mineurs. C'est planifié dès les années 60. D'ailleurs, les grands plans d'orientation de l'économie française vont tendre vers une tertiarisation et la fin du modèle industriel. Mais tout simplement, et ça c'est pour faire plaisir à Ziglo qui est dans le chat, c'est qu'on le déplace. Pour un Chinois, la révolution industrielle, il est en plein dedans, hein. Lui, même s'il y a des gens qui sont derrière un bureau en Chine, hein, il y en a plein qui fabriquent des godasses. Il y a des usines gigantesques dans toute l'Asie ou en Amérique latine, par exemple, tout bêtement. C'est juste qu'on l'a déplacé. Mais par contre, on n'est plus dans un stade je vois ce que tu veux dire, de révolution. Ce productivisme-là est ancré dans nos modes de société, c'est la base de notre société. On est encore dans cette société d'énergie fossile, hein, finalement, hein. C'est juste que c'est plus la même.
Mais mais c'est que la dilatation du monde a atteint un tel niveau. On peut appeler New York maintenant comme on a envie. Je pense que c'est plus que la période de transformation est terminée. Maintenant, c'est là, c'est comme ça. Et par contre, il y a dans des pays pour nous et à l'échelle du monde, mais à l'échelle régionale autre que l'Occident, c'est des changements qui sont importants. Ok. Le Bangladesh, qui était quand même un pays majoritairement rural jusqu'aux années 80, où les gens crevaient déjà la dalle. Mais, tu viendras nous parler de la révolution industrielle au Bangladesh avec grand plaisir. Ce sera, je pense, un sujet très intéressant. Non, mais je vois aussi que Ziglo, ça m'y fait penser, parce qu'il nous parle du fait qu'on reviendra à l'industrie, que c'est une histoire de cycle. Je pense qu'on a bien compris que c'était... pas négligé, mais ce qui rend la lecture plus difficile, c'est aussi l'évolution des mentalités qui va de pair avec l'évolution de la réalité. C'est un bouleversement démographique, social, économique, ce qu'on veut. Sans ça, il n'y a pas de naissance du prolétariat urbain, pas de quatrième état, donc pas de marxisme, pas sur toutes de choses. Il y a toute une réflexion au-delà de ça, politico-éthique. Oui. Il y a des lignes de fracture. Le premier pays industrialisé, ce sera l'Angleterre, alors qu'il sera moins perméable finalement à la révolution prolétarienne que l'est la Russie, alors que ce sera le dernier pays. Est-ce qu'il y a un lien? Je sais pas, peu importe. Mais ça permet de voir un peu les lignes de fracture dans la théorie. Donc, l'industrialisation occidentale, c'est une période finie, on peut dire. Oui. Mais c'est vrai qu'on vit toujours avec ces reliquats. La surpopulation ouvrière, elle est terminée. Comme produit de l'accumulation du capital consécutive à l'industrialisation. Enfin, on va pas tartiner des tonnes de choses sur tout ça, c'est pas le sujet. Mais c'est clair qu'elle a créé, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle a créé des concepts qui, bien qu'ils soient devenus inopérants chez nous, avec sa finitude, ils sont toujours présents effectivement dans l'imaginaire commun. C'est le cas, la forme politique de la cité grecque, c'est passé, la démocratie de la cité grecque, mais on vit toujours avec ses idées. La féodalité, c'est pareil, c'est terminé, on vit toujours avec ses idées, c'est des permanences qui sont assez étonnantes alors que le monde a évolué. Et le fait que revienne l'industrie, que c'est une histoire de cycle, peut-être, mais c'est pas certain, parce qu'effectivement c'est une évolution de la réalité et des mentalités qui fait que ça induit des transformations tellement profondes qu'il n'est pas certain que notre société soit encore capable d'être bouleversée à ce point-là. Je sais pas si vraiment ça pourra... C'est un mouvement de fond qui se passe sans qu'on le veuille et quelque part qui ensuite fait une traction des dynamiques sociales, mais je sais pas, c'est un événement tellement global, enfin c'est voilà. Oui, bon, après, c'est tellement global dans les mentalités et tout ça, comme tu l'as bien dit, mais c'est un chamboulement géographique on ne pourra pas refaire. L'explosion urbaine, le maillage ferré puis routier, enfin on l'a fait dans les années 50 avec le maillage routier, typiquement les autoroutes et tout ça, qui sont des trucs qui vont changer, mais notre façon d'habiter, de vivre et tout ça a été conditionné par ça. C'est ça. Et a été conditionné par ça dans le sens où aussi on a voulu en sortir. C'est-à-dire que en dépit de toutes les Emmanuel Todd, l'industrialisation, en fait les gens c'est aussi quelque chose qui a été une figure repoussoir pendant des décennies. Et même en 1910, les gens voulaient pas travailler à l'usine, ils n'avaient pas forcément le choix. Mais l'éternel retour du même nietzschéen, je ne suis pas certain que l'histoire bégaye perpétuellement. C'est pas certain que l'industrialisation, c'est possible qu'elle revienne, mais sous cette forme-là, et peut-être par obligation finalement, mais ce serait quand même étonnant. Après, il n'empêche que c'est un des facteurs sans doute les plus importants et les plus sous-jacents. C'est bien de l'avoir mis en lumière parce que c'est très sous-jacent depuis, on va dire 1850 pour faire ça, peu importe, c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que les modes de consommation, la guerre, la façon de la faire, la pensée politique, la démographie, tous les droits sociaux, parce que le facteur d'attraction qu'ont été le monde ouvrier pour l'agriculture, l'exil rural, c'est pas aussi qu'un besoin, c'est que les ouvriers ont commencé à bénéficier de protection que les agriculteurs n'avaient pas. Donc on peut avoir une espèce d'attraction du droit de grève, du tout ce que vous voulez, qui fait qu'effectivement ça pourrait arriver. Et je pense que faire revenir l'industrie, on verra ce qu'il en est. On prévoit pas l'avenir. Je vaticine pas. Je suis pas prophète, mais ça demande une réforme. C'est pas faux. Ça demande une réforme des mentalités qui demande plus que de l'écrire ou de le vouloir. Le performatif, le langage performatif qu'on a en politique, qui est que dire c'est faire.
il y a quand même une marge entre le dire et le faire. Et est-ce que c'est même souhaitable pourquoi faire finalement? Il faut qu'il y ait un but à l'industrialisation. Si c'est pour envoyer des mineurs miner des trucs sans but, ça n'a pas trop de sens. Oui, oui. Donc, Moi, je vois politiquement que personne n'assume les musulmans. Mais en fait, si, tout le monde l'assume. C'est juste un état de fait. C'est pas qu'on l'assume ou qu'on l'assume pas, c'est comme ça. On la discute pas. À part les zinzins du cercle d'Aristote, si tu as envie. Ouais, les zinzins, je suis méchant, mais. j'ai quelque pas chose d'avis sur la qui- question, c'est tout des choses que je connais pas et qui m'intéressent Non, pas non, beaucoup. mais moi je trouve que c'est voilà, mais c'est que je trouve que c'est des choses qui ne se discutent pas. Et c'est peut-être ça le problème aussi. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est que c'était des questions centrales en fait dans cette période-là. Personne n'a l'information, mais parce qu'on n'a pas besoin de la faire. Personne n'a envie d'avoir une usine de téléphone portable à côté de chez soi et de fabriquer des Nike 50 heures par semaine. Tu vois. Non, on peut avoir une autre type d'industrialisation, mais disons que ça demande un ensemble de chaînes qui font intervenir à la fois l'État et le monde civil, dont les conditions sont pas forcément réunies en l'état. Voilà, il y a des choses parfois aussi dans l'histoire qui ne bégayent pas. Il y a des choses sur lesquelles on ne revient pas. Il y a des ruptures réelles. C'est vrai que 1789, qui est politique là pour le coup, a été une rupture avec laquelle on vit toujours. Aujourd'hui, abandonner par exemple un régime républicain paraît une folie, quelque chose d'inconcevable. Alors que peut-être que certains y croient et pensent que c'est la solution de retrouver une monarchie ou un État censitaire. Enfin, ce que vous voulez, Oui. peu importe. Alors que en 1940, c'était assez logique de penser en faisant le cadre républicain d'un point de vue politique. Ça existait Enfin, encore. c'est pas d'un point de logique, vue- ça existait plus que maintenant. énorme, mais c'était un poids gigantesque. Mais c'est vrai que, bien sûr, l'industrie aujourd'hui a rien à voir en plus. Donc il y a toute une réflexion à avoir. Et effectivement, peut-être que plutôt que de parler d'industrialisation ou de néo-industrialisation, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que la France retrouve ses propres moyens de production et d'indépendance sur certains sujets. C'est encore autre chose, effectivement. Mais il y a un effet cliquet qui existe en tout. C'est quelque chose qu'on emploie généralement d'un point de vue juridique, l'effet cliquet, qui est de dire qu'une fois que vous avez atteint un point, vous ne revenez plus en arrière. Une fois que vous avez aboli la peine de mort, il faut des circonstances très particulières pour revenir dessus. Généralement, l'effet cliquet, c'est ce qu'on invoque beaucoup dans le droit européen pour dire qu'il y a des choses qui sont faites qui sont au détriment de notre pays, mais sur lesquelles on ne reviendra pas parce que ça s'est installé. Je pense que c'est un petit peu la même chose sur la façon de produire et la façon de faire. On verra l'histoire pleine de surprises, et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'expriment énormément sur ce qui va se passer et tout ça, en oubliant le recul qu'on doit avoir par rapport à l'histoire et tout ce qui s'est passé, et qui sont des facteurs de l'imprévu, ou de choses qui sont sous-jacents et sur lesquelles finalement l'homme a assez peu de prise. Mais enfin, encore une fois, c'était très intéressant. Ça fait partie pour moi de ces sujets un peu, comme j'ai dit, la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu pareil. Pour moi, j'arrive pas à appréhender tout ça. Dès que je trouve une facette, je trouve qu'une autre devient intéressante, et on perd le fil. C'est des choses sans fin, et ça mérite. En fait, moi, j'y suis arrivé par des façons très techniques et prosaïques qui sont des objets ou des lieux. Et donc après, tu te déroules un fil et puis c'est sans fin. T'as toujours quelque chose. T'as un banquier qui fait un truc et tu fais putain, mais la banque, en fait, comment ça fonctionne, et ainsi de suite, quoi. C'est des choses qui sont tellement globales et tellement différentes, en fait, parce que le monde, il n'y a pas que l'industrie qui a changé. Le cadre juridique, le cadre financier et tout ça sont pas du tout les mêmes qu'il y a 100 ans, 150 ans. Donc du coup, il y a évidemment plein de différences. Donc c'est pour ça que vous parlez de réindustrialisation, c'est un peu étrange. Ça fait Partir de la révolution industrielle pour vœu penser. pieux, disons que ça fait vœu pieux qui. Enfin, on a le droit de défendre ça, et je trouve qu'il faut ces opinions-là. Et moi, c'est pas des sujets qui m'intéressent beaucoup, mais c'est aussi le but de la chaîne, d'avoir des gens qui. Viennent nous apporter un peu leurs opinions et leurs connaissances. Chacun ses marottes, et moi c'est la mienne. Ouais, non, mais même je voyais Ziegler, je parlais de ça plutôt, cet aspect réindustrialisation me paraît être un vœu pieux, et c'est très dur de faire revenir des mentalités qui ont été perdues. On le voit aujourd'hui en politique, où le conservatisme n'existe plus. Enfin, c'est des choses qui sont un peu passées et qui peuvent toujours revenir, on ne sait jamais, mais il faut des circonstances assez particulières. Bon, je me permets d'en finir là. Ça ne fait qu'un dépassement d'une petite demi-heure sur l'horaire prévu, espèce d'enfoiré. Il n'empêche que c'était très intéressant. Non, mais il faut aller au bout des choses, donc c'est pas très grave. Donc je fais le programme. Après, tu reviendras peut-être nous présenter du coup ce mois-ci, si tu veux, la suite, comme tu veux. Je vais essayer de construire un truc un peu moins zinzin.
ce que j'ai fait là. Il n'y a pas de souci. Et, Il n'y a pas de souci. De toute façon, comme j'ai dit, il y a 2 créneaux libres le 19 et le 23 mars encore. Pour toi ou pour d'autres, hein, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir vous exprimer. Comme vous avez vu, Pierre est venu nous parler de littérature. Ici, on parle révolution industrielle. Donc, il n'y a pas de borne à ce qu'on peut transmettre aux autres et échanger entre nous. Il ne s'agit pas juste de passer son temps et d'occuper les gens, il s'agit aussi d'avoir des choses à partager. Donc c'était très cool. On se retrouve. Putain, on est quel jour? Mercredi, ouais. Donc vendredi, GeoGuessr avec normalement à peu près la même équipe, à part si Orictes est toujours victime de céphalée torride. Dimanche, La Ville de Van Salomon, donc on va parler prolétariat urbain. Et puis mercredi prochain on termine la tier list sur les Basileus. Ah ouais. Ça va être sans doute ça va être la plus longue partie, ouais. Je pense que là ça va être vraiment costaud. Ça va faire du dépassement d'horaire. On n'est pas payé pour les heures sup, mais c'est pas grave. Et puis voilà, donc tu reviens quand tu veux. De toute façon on se voit fin mars pour le top 10 livres entre guillemets là, je sais pas comment je vais l'appeler, 10 livres à partager ou je sais pas quoi, hein, bref. Commencer à y réfléchir. Moi non plus, je sais pas encore, mais je vais voir ça, y a pas de souci. Et puis voilà, donc programme de la semaine. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. De la tribune. Avec grand plaisir, la porte est toujours ouverte. Et puis reviens, tu me diras en privé sans souci si t'as envie de revenir ce mois-ci, sinon ce sera plus tard. Et puis si j'ai des créneaux vides, de toute façon, je ferai autre chose. Donc voilà, bonne semaine à tous. On se retrouve vendredi pour ceux qui veulent. Après, je suis très content de savoir que c'est l'aspect entre guillemets gaming et ludique qui fonctionne le moins sur la chaîne. Ça me rassure sur le public. C'est bien, continuez à ne pas regarder ces vidéos jeux vidéo. Et puis voilà, on se dit à bientôt. Et puis je vous dis salut à tous et on se retrouve vendredi pour ceux qui veulent. Allez, bonne fin de soirée. Et puis moi je vais aller regarder les résultats de la Ligue des Champions. Voilà. Allez, à plus.